secours! Faut pas qu'elle tombe là. Voilà, Éventrée, dévastée, Notre-Dame de Paris se réveille à l'agonie. Libérée des flammes par les pompiers, la cathédrale n'est pas sauvée. Sa flèche a transpercé ses voûtes. Sa charpente a disparu. Ce chef-d'œuvre architectural vieux de 850 ans est en péril imminent. Après la violence du drame, la reconstruction est pour l'instant impossible. Le seul objectif aujourd'hui est d'empêcher le bâtiment de s'effondrer. j'ai toujours très peur qu'une petite pichenette et boum, tout tombe. Si les échafaudages s'effondrent, on va avoir un effondrement majeur sur la cathédrale. Il faut se faire très très vite, parce que ça peut s'écraser très très vite d'un coup. Pendant un an, une centaine d'hommes et de femmes, accourus au chevet de Notre-Dame, va se battre jour après jour pour empêcher la disparition de notre patrimoine. Il faut la sauver. On n'a pas le droit de pas réussir. Un an de course contre la montre, à affronter ensemble la pression, le danger, l'inconnu et un ennemi toxique, le plomb. Un an de défis et d'exploits techniques. Un an à se dévouer corps et âme à la mission qu'ils se sont donnée. C'est le chantier d'une vie et je voulais que ça soit le chantier de ma vie. Un an dans l'intimité d'un chantier hors norme pour sauver Notre-Dame. Le jour se lève à peine sur la cathédrale sinistrée. Mais déjà des équipes d'intervention sont sur le pied de guerre. Pas une minute à perdre pour ces dizaines d'ouvriers et de compagnons du devoir mobilisés pour sécuriser l'édifice en danger. Si jamais ça vient à lâcher, bah tout est mis. Tout de suite, on s'est mis au boulot, on s'est tellement mis au travail. C'était vraiment dans des conditions de petits bungalows, on était à 30 là-dedans, alors que c'était prévu pour 10. Il y a eu une espèce d'émulation incroyable. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef de Notre-Dame, dévoué à la cathédrale depuis 7 ans. Le voilà brusquement propulsé à la tête des sauveteurs. C'est lui qui va piloter les travaux et organiser en quelques heures ce qui prendrait d'ordinaire plusieurs semaines. Face à l'importance de la tâche, il fait appel à Rémi Fromont, jeune architecte en chef des monuments historiques, qui sera son bras droit sur ce chantier inédit. Il faut qu'on pense tout en même temps. C'est pour ça que tout seul, j'y arriverai pas, qu'on est plusieurs dessus. Il y avait la fameuse flèche. Très rapidement, on a réussi à converger vers un projet qui a été donné par Philippe Villeneuve dès les premières heures après l'incendie, qui est avant tout la stabilisation de la cathédrale. Il faut se faire très très vite, parce que ça peut s'écraser très très vite d'un coup. Pompiers et inspecteurs de police accompagnent Philippe dans son état des lieux. Une enquête est ouverte sur l'origine de l'incendie. Mais l'architecte s'inquiète surtout des menaces qui pèsent sur l'édifice. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir une nacelle pour aller voir de très très près le pignon nord, parce que c'est vrai que ce côté-là est l'endroit le plus dangereux. Mais il n'y a pas de risque d'effondrement. Si, justement. Les pignons, ce sont ces triangles de pierre qui surplombent la cathédrale. La première urgence est identifiée. La charpente ayant brûlé, ils ont perdu leur soutien.
il faut les empêcher de s'effondrer. C'est-à-dire qu'en fait, un pignon aurait pu tomber soit côté voûte et effondrer les voûtes, soit côté rue et défoncer les immeubles d'habitation. Pour les consolider, il faut découper les statues qui trônent à leur sommet. Chacune pèse 1,3 tonne. Au moindre souffle de vent, elle risque de tomber. Le périmètre est bouclé. Une manœuvre périlleuse commence, sous l'œil vigilant des pompiers. La grue envoie 4 hommes, à 45 mètres de hauteur. Parmi eux, Nicolas Desnoué, tailleur de pierre depuis 20 ans. Quand on commence à tronçonner, on voit la poussière qui sort de la nacelle, ça fait un grand nuage de fumée. Et là, on se dit, il est possible que la statue tombe. Donc, bien sûr qu'on l'a accrochée à la grue, mais il y a un risque que ça glisse. Si la statue se couche dans la nacelle, on est mort. La décision est lourde à porter pour celui qui les a envoyés tout là-haut. Didier Durand, le chef des tailleurs de pierre. J'ai dû perdre 10 ans de ma vie. Quand vous envoyez 4 compagnons découper une statue, et les risques étaient énormes. Si la statue venait se coucher sur la nacelle, je pense que je serais pas redescendu à pied, j'aurais suivi les gars. Je vous cache pas qu'à la fin de la journée, on en prend... J'y suis pas arrivé encore. Vous m'excuserez. C'est quelque chose de... Voilà, stop. Une fois qu'elle est décalée de la nacelle, qu'elle est hors de portée, on sait qu'il n'y a plus de risque pour nous et la mission est remplie. On ressent du soulagement et de la fierté. Cette victoire est capitale. La menace de la statue écartée, le pignon peut être sécurisé. C'est au charpentier de passer à l'action. En moins de 24 heures, il fabrique de gigantesques attelles de bois qui seront fixées sur le triangle de pierre pour l'immobiliser. Ok Pascal, 4 mètres du pignon, 6 mètres de l'échappe. Yann Meunier est un ancien militaire devenu charpentier. Ce passionné s'est immédiatement rendu disponible pour apporter son savoir-faire. C'est beaucoup de sentiments en fait, une fois qu'on est là-haut. Le premier sentiment déjà, c'est de se dire qu'on est sur la cathédrale, qu'on est à 30-35 mètres de haut, avoir le vent qui claque dans le visage, avoir toutes ces portées de bois monstrueuses qui arrivent, ces petites montées d'adrénaline qui étaient très fortes. Avec Antoine et Yves, ses chefs d'équipe, Yann est très vigilant. Le pignon sur lequel il travaille côtoie un inquiétant échafaudage calciné. D'un côté, ce fameux échafaudage qui a brûlé, qui est quand même assez château-branlant. On ne sait pas trop encore si ça tient vraiment ou pas. Et puis, les pignons, il y a aussi un peu cette mission de rien toucher. Ça joue au centimètre, quoi, au demi-centimètre près. Après 48 heures non-stop, la mission est un succès. Ceinturé de part et d'autre par le bois, le pignon ne bougera plus. 4 jours après l'incendie, le niveau d'alerte monte. Ici, toute la toiture. Et ici, tout a brûlé. Il y a des soudures de bâche à faire. De la pluie est annoncée pour bientôt. Elle serait dévastatrice pour la cathédrale éventrée. Le pire ennemi d'un édifice, c'est de rester, surtout avec l'eau qui rentre dedans. Surtout après un incendie. L'enjeu est de la protéger avant les premières averses. Les hommes qui mènent cette intervention vitale, ce sont les cordistes. Ses compagnons sont dans leur élément. Affronter le danger, c'est leur métier. À la tête de l'équipe, Grégory Vacheron, 33 ans. Nous, les cordistes, on va à des endroits où personne ne va. C'est pas forcément une grande hauteur. C'est un accès difficile. Le vrai terme, c'est travailleur en accès difficile.
En un temps record, il déploie des milliers de mètres carrés de bâches sur les toits et sur les façades. Chaque ouverture est colmatée. La course contre la montre continue. Leur mission à peine terminée, les cordistes partent intervenir sur l'échafaudage calciné qui surplombe le centre de la cathédrale. Lorsque Notre-Dame a pris feu, un chantier de restauration venait d'installer autour de la flèche, aujourd'hui disparue, cette structure de métal de 300 tonnes, conçue par l'équipe de Didier Cuizet. Lui sait mieux que tout autre qu'il faut impérativement sécuriser la zone. Il y a 200 tonnes en haut qui sont brûlées, qui sont ratatinées. Il ne faut pas oublier que du côté des tours, l'échafaudage, il a pris la flèche carrément dessus. Personne n'aurait même pensé qu'ils soient encore debout, quoi. Alors là, c'est pas un danger de hauteur. On est habitué à travailler sur des bâtiments bien plus grands. Là, le danger, c'est vraiment l'environnement. L'environnement qui est très instable. Le responsable des cordistes, Guérin Châtenay, prend le contrôle des opérations. On a fait des études photographiques, etc. de l'échafaudage. Et il y a des éléments menaçants qui peuvent à tout moment basculer et venir percuter des gens. Donc on nous demande de poser un filet en dessous de l'échafaudage, au plus haut possible au-dessus des voûtes. Parce que là, faut pas qu'on se prenne sur les bûches. Mais ça n'empêche pas de mettre le câble au milieu, on s'en fout. On met des câbles vachement plus hauts. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais les reposer ici. On fait ça? Ouais. Dans les conditions que sont l'échafaudage, on n'a pas le droit d'aller en dessous avec la vie de quelqu'un en danger. Donc on va tirer au lance à marre pour passer des câbles. C'est un pistolet pneumatique. Ça nous permet de faire traverser des grandes distances. L'outil a la puissance d'une arme. Il faut viser juste pour ne surtout pas déstabiliser la structure. Une légère pente quand on tire, donc il faut calculer, voir si ça va passer, où est-ce qu'on va atterrir. On ne sait pas si l'échafaudage va vaciller. On imagine plein de scénarios. Je sais pas si j'avais vraiment envie de le faire. Par contre, je savais que c'était à moi de le faire, donc... Dans les moments difficiles, que ce soit de la vie ou au travail, on ne peut pas s'arrêter à avoir peur. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas que la peur elle me freine. J'ai pété le tampon, alors. C'est par ici, nous. Ah ouais, premier coup. Grâce à la maîtrise de Guérin, le filet peut être tendu par son équipe. À l'avenir, si un élément tombe de l'échafaudage, sa chute sera stoppée. Attelle de bois, bâches, filets de protection, les premiers secours ont été administrés avec succès. Mais Notre-Dame est loin d'être sauvée. Pour Philippe Villeneuve, la tâche qu'il reste à accomplir est titanesque. L'architecte se consacre à la restauration du bâtiment depuis 2013. Suite à l'incendie, sa mission est devenue existentielle. La charge émotionnelle, elle était d'une violence insupportable. Quand j'ai su que Notre-Dame brûlait, je me suis dit, Villeneuve, il va être détruit. On va le ramasser à la petite cuillère, il ne pourra plus rien faire. Et en fait, au contraire, il s'est passé l'inverse. En fait, il s'est sublimé. Il a réussi, je ne sais pas par quel mécanisme psychique, à fermer la porte. Tout cet affect énorme qu'il a avec la cathédrale. Et se dire maintenant, il met toute sa personne pour relever l'édifice. J'ai totalement mis de côté ma blessure. Je vis Notre-Dame, je bouffe Notre-Dame, je bois Notre-Dame, je respire Notre-Dame, je pense Notre-Dame, je ne dors plus Notre-Dame. Et même quand ça se voit pas, mais je pense violemment Notre-Dame tout le temps.
Je n'imagine pas une seconde faire autre chose que de rendre Notre-Dame comme elle était au monde. C'est mon devoir. Le défi historique que représente ce sauvetage est le ciment qui unit tous ces bâtisseurs. À mesure que les semaines passent, le chantier trouve son rythme. La fourmilière s'installe au milieu des chimères. Et on échafaude tout le pignon jusqu'en haut. Et comme ça, on n'est plus obligé de bloquer les rues. S'il y avait quelque chose qui tombait, c'est bloqué par les filets. De nouveaux échafaudages sont montés autour de la cathédrale. Le minutieux travail de ces hommes est indispensable pour tous les corps de métier. Sans eux, rejoindre chaque espace de l'édifice fragilisé serait impossible. Une basse vie est construite, avec des espaces pour les vestiaires, le stockage de matériel et les réunions, innombrables. Car avant de faire, il faut penser. Déterminer l'ordre des interventions est primordial pour gagner en temps et en efficacité. Tiens, viens voir si j'ai dit une connerie. Pendant qu'on dépose ce truc-là, on peut faire le nettoyage, le tri des voûtes. Tu mets pas sur cintre avant de... Si tu, Moi, je c'est pense, pas idiot. je pense que ce serait mieux de le faire sur ce morceau-là. Il ne faut pas raisonner en tâches qui s'enchaînent les unes après les autres, mais en tâches qui se superposent. Oui, exactement. Il y a toujours de l'inconnu. En fait, il faut partir du principe en fait, qu'on ne va que dans des territoires inconnus. Et après, on se protège pour évoluer dans ces territoires inconnus. Les architectes tentent de tout prévoir, tout planifier. Mais sont-ils vraiment maîtres du destin du chantier? Car un ennemi se cache à l'intérieur de Notre-Dame. Une menace omniprésente pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Le plomb. Lors de l'incendie, une partie des 400 tonnes de plomb qui servaient de toiture s'est dispersée dans le ciel, mais le reste, fondu ou à l'état de poussière, se loge dans les décombres. Pour se protéger, tous les travailleurs doivent désormais porter un équipement adapté. C'est une combinaison intégrale, un peu en papier, que l'on doit mettre avec une capuche. On doit travailler avec des gants, il ne doit y avoir aucun contact d'air, donc on scotche la combinaison aux gants. Et pour certaines parties du chantier, on est obligé d'intervenir avec ce que l'on appelle un masque ventilé. En fait, c'est un masque intégral qui prend complètement le visage et qui est relié à des cartouches filtrantes que nous avons à la taille. Non, j'ai fait la démolition de l'hôtel de la Marine. Et c'était en zone confinée plomb, pareil, avec des masques comme ça. Il y en a différents types, et ceux-là, c'est les meilleurs. Protégés de la tête aux pieds, les cordistes partent pour une mission à haut risque. Pour la première fois, ils vont pénétrer au cœur de l'échafaudage calciné. Ils vont s'approcher au plus près du monstre que chacun redoute, s'y accrocher même, pour poser des capteurs ultrasensibles, capables de réagir au moindre mouvement de l'échafaudage. L'intervention doit être rapide. Ils n'ont que 2 heures devant eux. C'est le temps d'air filtré dont ils disposent sous leur masque contre la poussière de plomb. Il ne faut pas se tromper. Mettre le pied au bon endroit.
La tension peut retomber. Les cordistes ont fini dans les temps. Désormais, toute oscillation de la structure déclenchera une alarme et l'évacuation du chantier. Les échafaudeurs n'ont qu'un objectif, retirer le monstre qu'ils ont créé malgré eux. S'ils finissaient par lâcher, sa chute pourrait entraîner celle de toute la cathédrale. En gros, là, je vis que pour un but, c'est démonter cet échafaudage-là, et qu'on n'en parle plus. Voilà. Mais c'est... Et ça obsède pas que moi. Ça obsède mes collègues aussi. C'est notre échafaudage, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on enlève ça, et entre guillemets, il faut qu'on enlève cette verrue qui est au milieu de la cathédrale, là. Les risques pour Notre-Dame sont trop importants à ce stade pour intervenir. Si on retire un élément, il y a un risque de faire tomber tout le reste. Donc il va falloir venir par approche successive, très fine, pour surtout pas venir faire de choc qui risquerait d'ébranler les voûtes et de créer des effondrements. C'est un défi sans précédent. Tout doit être méticuleusement préparé et sécurisé. La structure de la cathédrale a encore besoin d'être renforcée. Malgré le sentiment d'urgence, il faut être patient. Cet après-midi, je vais chez le président. Le sauvetage de Notre-Dame préoccupe autant les ouvriers du chantier que les pouvoirs publics. Depuis le 16, aucune pierre n'est tombée dans la cathédrale. Il y en a une ou deux, c'est tout. Hein. Dans son combat, Philippe Villeneuve peut compter sur le soutien du général Georges Lain, mandaté par l'Élysée pour gérer l'avancée des travaux. Comme de Monseigneur Chauvet, le recteur de Notre-Dame. Tous veillent à la préservation de ce patrimoine inestimable. Imaginé par un homme d'église, conçu par des architectes, édifié par des milliers de bâtisseurs, magnifié sous la plume de l'un des plus grands écrivains français, Notre-Dame de Paris est un héritage que nous partageons tous. La sauver, c'est bien plus que sauver des pierres. Je pense que Notre-Dame est dans la peine. Elle voyait 35 000 personnes par jour. Aujourd'hui, plus personne. Le vide, le silence. Moi, la première chose que je ressens, en fait, c'est une immense force spatiale. C'est un objet qui dégage une force. Il y a assez peu d'édifices qui ont cette plénitude, cette harmonie. On perçoit que cet édifice a quelque chose en plus que les autres. Est-ce que c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de matériel? Est-ce que c'est un petit peu tout ça en même temps? Moi, je pense que c'est un petit peu tout ça en même temps. Il y a quelque chose de plus, en fait, qui unit tous ces cailloux les uns, que simplement du mortier. C'est un hymne au génie des hommes. C'est un hymne à la beauté, c'est un hymne assez spirituel. C'est toute l'âme de l'humanité qui est dans ces tas de pierres qui sont agencées les uns sur les autres avec un génie miraculeux. Il y a les compagnons du devoir qui font tenir les pierres. Moi, il faut que je fasse tenir l'âme. Et c'est difficile. L'âme, elle est blessée. Peut-être est-elle en retrait un peu. On ne peut pas comprendre ça. C'est insaisissable. C'est le mystère. Voilà. Et ça, il faut que je le défende. Le mystère de Notre-Dame.
Dans la cathédrale défigurée, les machines prêtent main forte aux hommes. Une aide précieuse pour les archéologues qui dirigent depuis les premiers jours le déblayage de la nef. Malgré les filets, la zone est dangereuse. C'est là que la flèche s'est écroulée, frappant l'échafaudage et transperçant les voûtes. Seuls ces engins téléguidés peuvent aller y récupérer les débris au sol. Du bois, de la pierre, du métal, enchevêtré. L'archéologue Marc Viré est un amoureux de Notre-Dame depuis des années. J'ai pleuré énormément. Pour moi, le drame de Notre-Dame de Paris, c'est un membre de ma famille qui vient de mourir. Accouru dès les premiers jours au chevet de la blessée, Marc met aujourd'hui son expertise au service de ces fouilles inédites. Pour le commun des mortels, ce seraient des gravats à évacuer. Pour nous, ce ne sont pas des gravats, ce sont des éléments authentiques de l'édifice qui sont tombés et que nous traitons exactement comme on le ferait pour des vestiges archéologiques. Pelleteuse après pelleteuse, nous prenons des choix d'attaque. C'est comme je le ferais sur un terrassement ou une fouille archéologique. On dit voilà, là où c'est judicieux, il faut pouvoir passer, il faut pouvoir s'avancer. Là où on ne déstabilise pas le tas, là où on peut le creuser. On numérote chaque passage de pelleteuse. L'un de leurs salariés photographie le chargement pour localiser d'où ça vient. Et ensuite on trie, on garde la mémoire, de manière à ensuite le remettre dans le lieu où les matériaux étaient exploités. Cette pierre était très bien sélectionnée parce que la plupart des éléments que nous voyons à l'œil et ceux que nous sortons sont intacts. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces éléments, nous pourrons les reposer. Les bois calcinés de la charpente historique de Notre-Dame sont, eux, trop abîmés pour être réutilisés. Chaque élément de la charpente est porteur en soi d'une histoire. L'histoire de l'environnement, l'histoire du paysage autour de Paris, l'histoire du climat. Tout ça était contenu dans ces charpentes anciennes. Le drame absolu que représente l'incendie, c'est une perte irrémédiable. Là, pour le fait, on peut réellement parler de bibliothèque qui brûle. Fort heureusement, tout n'a pas brûlé, ou mal. Et ce qui a mal brûlé, nous allons essayer de le faire parler. Les archéologues ne sont pas les seuls à vouloir faire parler ces gravats. Dans les décombres, les enquêteurs espèrent trouver une réponse à cette question. Qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame ? Les casques noirs de la police scientifique traquent les indices. Chaque morceau de métal, d'outils et la moindre présence d'une altération humaine. Ces scellés mettront des mois à révéler leurs secrets. Aucun élément, aucune découverte susceptible d'entrer dans le champ des investigations ne doit à ce stade être dévoilée. Trois semaines après l'incendie, Notre-Dame souffre encore en profondeur et à de multiples endroits. Tous les corps de métier s'activent pour panser ses plaies. Les charpentiers continuent de soutenir la pierre par le bois, partout où elle en a besoin. Je suis creux complètement. Tailleurs de pierre et architectes s'inquiètent jour après jour des dégâts provoqués par le feu. Sur les hauteurs, le calcaire s'effrite comme du sable. Le diagnostic est préoccupant. Les murs ont perdu le tiers de leur résistance.
Mais là, on voit bien que la pierre, elle est fendue en deux, elle est à cause du métal qui a chauffé, qui a fait péter la pierre. Les petites colonnettes qu'on a ici sont complètement explosées. Et c'est très dangereux parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui claque, tout le reste tombe. Et là, on voit tout en train de se décoller. En fait, on est en train de, la rose elle-même se désolidarise de l'arc de décharge dessus. Moi, j'ai peur qu'avec les micro-fissures qu'on a, en fait, tout descende. On a quand même plein de pierres malades. Et à l'intérieur, je pense qu'elles sont cramées. Donc ça, c'est des pierres qu'on va devoir changer vraisemblablement. Jason et Vincent, deux tailleurs de pierre accompagnés de Marion, apprentie maçonne, plâtrent les chimères pour les déplacer en toute sécurité. Elle a l'air en très bon état comme ça, mais on pourrait facilement la casser en deux en fait. Voilà, tout est comme ça. Il y a toutes les chimères qui sont fissurées dans tous les sens. Donc là, techniquement, ce qu'on fait, c'est on les plaque tous avec des morceaux de bois. On a filassé, vous voyez, on a des filaments pour l'armer un peu plus, et après on l'enlèvera d'un seul morceau. Les voûtes aussi sont-elles devenues fragiles? La question inquiète. C'est sur cet impressionnant plafond de pierre, caractéristique de l'architecture gothique, que repose l'équilibre de la cathédrale. Il faut savoir que les voûtes, le concept architectural de voûte a été inventé comme une protection contre les incendies au Moyen-Âge. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu de flèche à Notre-Dame, eh bien, il n'y aurait pas eu de dégâts à l'intérieur. 3 d'entre elles étant détruites, l'effondrement d'une seule nouvelle voûte pourrait provoquer une réaction en chaîne fatale. Il faut rapidement les expertiser. Ce qui nous fait le plus peur sur ce chantier, c'est qu'on ait un effondrement brutal des voûtes. C'est un château de cartes qui peut tomber. Comme les voûtes sont inaccessibles, c'est aux charpentiers que revient la première étape de l'intervention. Ils construisent une plateforme, juste au-dessus du plafond de pierre. Les cordistes pourront se suspendre à la structure de bois pour débarrasser les voûtes de tous les débris accumulés et ainsi évaluer leur état. 15 mai, un mois après l'incendie. Une partie de la plateforme est installée au-dessus d'une des voûtes les plus abîmées. Les cordistes se transforment en mineurs, prêts à s'enfoncer dans l'inconnu. On n'a aucune certitude de la qualité de la voûte restante. Comme il y a eu un incendie, on ne sait pas exactement à quel degré elle est encore résistante. Moi, j'ai envie de te dire que ça va pas poser de problème, mais on sait jamais. Connaître l'état des voûtes est indispensable pour anticiper les travaux sur le long terme et surtout savoir où intervenir pour empêcher tout nouvel effondrement. Il faut enlever les éléments qui sont posés sur la voûte sans rajouter un poids supplémentaire sur la voûte. Donc, on doit toujours être en suspension, en positionnement à ras de la voûte. Physiquement, c'est quand même assez costaud. Jeune. Au milieu des cendres et de la poussière de plomb, ce qui avait été assemblé à la main il y a des siècles est retiré élément par élément. Une tâche éreintante qui va durer plusieurs semaines et qui, au fil des jours, rappelle à ces hommes le sens de leur métier. Je faisais pas grand-chose à l'école, on m'a toujours dit je ferai rien de ma vie. Et maintenant, j'ai l'impression de faire quelque chose de ma vie. J'ai l'impression que, voilà, jusqu'à présent, je me préparais, je m'entraînais. Comme si toute ma carrière, je m'étais entraîné à ça. Je me suis dit, mais en fait, c'était peut-être ça ma destinée. Être un gamin de 5-6 ans qui tombe amoureux de cette cathédrale, ça m'a fabriqué. On se dit, peut-être que tout ça, c'était pour ça. Donc du coup, on se dit qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc ça aide à tenir, parce que c'est vrai que c'est quand même très, très violent. Très violent.
20 mai. Une décision vient d'être prise en haut lieu. Les normes de sécurité sur le site sont relevées. En cause, le plomb, qui inquiète autant l'inspection du travail que les riverains. Il faut clôturer impérativement. Il faut mettre partout les panneaux, chantier interdit, machin, etc. au public, blabla, tout ça. Ça c'est pareil, il faut le faire au plus vite. Cerné de palissades, le chantier s'isole du reste du monde. Partout, on traque les poussières toxiques. L'accès au chantier est scrupuleusement contrôlé. Chaque ouvrier doit suivre une formation et mesurer régulièrement son taux de plomb dans le sang. Les analyses sont obligatoires, on doit les faire tous les 3 mois. Ce qu'on appelle une plombémie, donc c'est une prise de sang qui va mesurer le taux de plomb que nous avons absorbé, si on a lieu d'absorber. Donc on a une dose minimale et une dose maximale à ne pas dépasser. Bonjour Traoré. Ça c'est une ordonnance pour que tu ailles au labo. Pour info, Abdenour, Marion, lundi elle sera pas là. Je la mets sur notre chantier. Parce que tu sais, leur taux de plomb femmes, il est plus bas que le nôtre. Et elle dépasse pas, mais elle est à une limite, donc je préfère pas prendre de risques avec elle. Tu vas te faire des vacances? Ouais, moi aussi. Ouais, trop cool. Tu vas pouvoir arriver à la boire tous les jours. Et pour le reste, j'ai regardé, vous êtes tous dans les normes, bien en dessous des seuils. On a eu 2 femmes, Marion et Cécile, qui ont été sur le terrain. Notre médecin du travail nous a simplement signalé, attention, elles flirtent avec la moyenne. Et donc la solution, c'est on les sort du chantier, on les met ce qu'on appelle les mettre au vert, on les met sur un autre chantier pour faire redescendre le plomb. C'est pas pour autant qu'elles ne font pas leur prise de sang, on continue à faire leur prise de sang et on continue à être dans un équilibre. Les craintes parfois s'accumulent, comme ce jour de juin, où la peur du plomb cède la place à l'angoisse du vent. Notre-Dame résistera-t-elle aux assauts de la tempête qui s'annonce ? La tempête Miguel, avec donc de fortes rafales de vent. C'est une tempête assez inhabituelle, des pointes à 90 voire 110 km/h. Grande prudence tout au long de cette journée jusqu'à ce soir. La cathédrale a tenu bon, mais le passage de la tempête a créé des remous dans l'équipe. Alors que Didier, le responsable des échafaudages, en avait interdit l'accès, certains ont pris l'ascenseur qui conduit sur les hauteurs, au mépris des consignes de sécurité. Si moi j'ai évacué mes personnes, que je demande qu'on évacue tout le monde là-haut, si moi je dis de bloquer les rues, si je dis de bloquer ci, et qu'on vient de me demander les clés pour le lift et puis pour faire monter l'ascenseur, alors que j'ai interdit le chantier parce qu'il y a trop de vent, vous arrêtez le chantier. Vous ne venez pas me demander les clés du lift et compagnie. Une pierre, ça change, un homme, ça ne change pas. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Non, mais moi je le dis, je le débloque, moi, en pleine réunion, moi. J'en ai rien à foutre, vous êtes des inconscients. Vous êtes des inconscients. Après, il y a un escalier. Si vous avez envie de monter à l'escalier, aller prendre des risques, c'est vos risques, c'est pas les miens. Samedi, t'as raison de souligner, non, mais ça fait 2 mois qu'on voit l'échafaudage comme ça maintenant. Voilà. On a l'habitude les jours, on est habitué. Faut faire gaffe parce qu'en fait, on rappelle que l'échafaudage aujourd'hui n'est pas considéré comme stable. Voilà. Didier s'est inquiété à juste titre. Les capteurs posés sur l'échafaudage calciné ont enregistré des mouvements alarmants. Pendant la tempête, le monstre de métal s'est déplacé de plus de 10 cm à son sommet. Un pilier s'est brusquement affaissé, avant de se stabiliser in extremis.
confrère Rémi Fromont m'a signalé qu'il y avait peut-être des fissures. Donc depuis tout à l'heure, j'ai regardé à l'intérieur si je voyais des fissures. A priori, j'en ai pas vu. Cet échafaudage est une énigme. Il a résisté au feu et à la tempête. Sur le chantier, on le craint autant qu'on le respecte. J'aurais toujours une énorme admiration pour ceux qui l'ont conçu, qui l'ont monté. Parce qu'il faut imaginer que si on avait dit « oui, c'est pas grave, vous pouvez vous appuyer sur la flèche, passer dans la flèche », en appui sur la charpente par exemple, la charpente et la flèche étant parties, l'échafaudage serait venu avec. En fait, toutes les voûtes autour auraient probablement explosé, peut-être que l'échafaudage aurait basculé d'un côté. On sait pas. Là, ce qui a sauvé vraiment l'édifice, je crois, vraiment, c'est cet échafaudage. D'une menace à l'autre, les priorités s'enchaînent. Le déblayage de la voûte a révélé une situation critique. Certaines pierres sont prêtes à tomber. C'est une opération particulière aujourd'hui, ce qui va se passer dans la voûte. Il y a des pierres qui sont vraiment au-dessus du trou. On est là pour faire de la mise en sécurité, donc tant qu'on est là, c'est qu'il y a des choses instables. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment très instable. Intervenir dans un milieu aussi instable, moi, j'ai jamais fait. T'es pompier à la base, toi? Ouais, j'étais pompier avant et du coup, pour moi, je touchais déjà un peu à la corde et puis j'ai mis le pied dedans et maintenant, je crois que je peux plus en sortir, quoi, clairement. Tous les jours, je sais pourquoi je vais au boulot. Grégory a choisi de s'appuyer sur l'expérience et la force tranquille de Cyril Petit. Le problème, c'est que c'est une voûte. Toutes les pierres sont tenues les unes entre les autres. Dès le moment où on va en enlever une, c'est comme un château de cartes. On ne sait pas ce qui tient, ce qui va pas tenir. Là c'est vraiment une opération où on n'est pas à l'abri. Il faut être très très vigilant. J'ai rappelé aux équipes que le plus important, c'était nous-mêmes. Il y a des pierres qui tombent, ça reste que de la pierre. C'est pas un homme. Tu vois bien qu'il y a une fissure qui s'est créée. À n'importe quel moment, la pierre elle peut tomber sur son tibia, sur son genou. C'est dangereux pour lui. Vu le contexte, Grégory descend soutenir Cyril. L'action est dirigée à distance par leur responsable, Guérin. On va aller voir de toute façon. Il y a toujours une part de doute. C'est un édifice incendié avec une voûte qui s'est effondrée, il reste des pierres en suspension. On ne peut pas être sûr à 100% qu'en retirant cette pierre, les autres ne vont pas tomber, ainsi de suite. Ok. Oh Cyril, ça bouge, ça bouge. Ça là, ça bouge. Ça bouge là? Ouais, ça bouge. C'est quoi, c'est tout le bloc? Non, c'est celui-là, juste celui-là. Juste celui-là. Et celui-là, il réagit comment là? Celui-là, il bouge pas. Et comment ça se fait qu'il est bougé? C'est normal, tu vas enlever de la compression sur celle d'en dessous. Elle va s'ouvrir un petit peu, mais elle partira pas, je pense. Guérin, celle-là, elle bouge pas. Est-ce que je peux tenir celle-là plutôt? Bah, tiens les deux si tu peux. On y arrive? Ouais. Ok. Voilà, j'ai un départ. Je pense qu'elle peut... Voilà, elle va partir vers moi, comme ça. C'est bon, elle est libérée. Moi j'ai les deux là. Faut virer de celle-là vite. Laisse-la en tension, Cyril. On la suite. C'est qu'elle peut faire ça. Voilà, tu tiens. Attends. On va la même faire venir après là. Moi je tiens. Attends. Faut que tu arrives à poser la tienne. Et après on prend la mienne à deux. Moi je peux la mettre dans le sac, c'est pas grave. Ça bouge. Ouais. Donc. Pose-la dans le... Cyril, pose-la dans le sac. Voilà. Nickel, c'était pour. Prends celle de Coco en premier. Allez, non. Coco. Ouais. Attends le pierre, s'il te plaît. Cyril va aider Greg, enlève-la. Celle-là, elle peut rester là, elle va pas bouger de toute façon. Merci pour l'évacuer. Voilà. Bien, laisse-la glisser, Greg. Voilà. C'est le poids de celle d'avant qui font tenir celle d'après. Là, il va falloir, quand vous allez enlever celle de Coco, il tient là. Là, faut pas qu'elle se lève. Parce que si elle se lève et qu'elle emmène le reste, tout dégage. Fais-la revenir vers toi. Voilà, super. Parfait. Allez, c'est bien, super.
Et les mortiers sont clairs, hein. Ça veut dire que la pose, elle a vraiment dû être rapide. Hein. Quand on va faire les dosages à l'intérieur des mortiers, pour voir s'ils ne collaient pas déjà un peu de plâtre dès le XIIe siècle. Et ça, c'est vraiment intéressant qu'on puisse les avoir. C'est intéressant. Il y a quelques fossiles qui passent qui montrent qu'on est bien dans des pierres de Charenton ou de Paris. Jusqu'au XVIIIe siècle, on voyait très bien le pont de Charenton. Et le pont de Charenton, c'est l'endroit où une partie des pierres a été extraite. Et l'autre point de production, c'est derrière le Panthéon là-bas. Alors là, ils voyaient moins directement, mais ils descendaient la Bièvre et arrivaient au pied de la cathédrale. Donc du haut du chantier, ils voyaient les métaux de pierre arriver. Nous qui n'avons pas de connaissances, plus on avance et plus on défait des voûtes, ou on se rend compte de la technique qu'ils avaient à l'époque, et c'est impressionnant. Ils ont beaucoup innové ici. Et les innovations d'ici se retrouvent à nouveau dans d'autres édifices après. Comme et ça, en 30 ans de temps, ils ont cassé la baraque. Ils transmettent le savoir de chantier en chantier. Ça se passe comment en bas? Les pierres retirées, les cordistes reprennent le déblayage. Ils s'astreignent à enlever chaque élément de la voûte endommagée, comme ce morceau de métal pris au piège du plomb fondu. Pour nettoyer totalement une seule portion de voûte, il faut 10 jours d'effort aux cordistes suspendus au-dessus de la pierre, comme leurs prédécesseurs des siècles passés. Le travail de cordiste que nous avons aujourd'hui n'est que l'amélioration d'une manière de travailler médiévale. Quand il s'agissait de jointoyer le bloc à l'extérieur, le gars qui faisait ça était pendu dans un sac de cuir à l'extérieur et jointoyé. Ah, c'était des gens qui n'avaient pas le vertige. Nous sommes dans un monde où on a, heureusement, aussi tout mis en sécurité, parce que les accidents, ça arrive quand même aussi. Mais nos gens du Moyen-Âge étaient aussi déjà cordistes. Enfin, pour la première fois, une voûte est dégagée. Le diagnostic tant attendu par les architectes peut être fait. Soulagement général, cette portion est en bon état. Elle ne s'effondrera pas. Le peu que j'en ai vu, je me dis normalement, si tout ça est pareil partout, ça serait bien. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est partout pareil, puisque j'ai toujours pas accès. Tant qu'on n'aura pas fini le diagnostic, le préfet de police de Paris ne lèvera pas l'arrêté de péril. On ne peut pas garantir et certifier que le bâtiment peut ne pas s'écrouler. Il reste de nombreuses voûtes à nettoyer. Le travail de forçat n'est pas près de s'arrêter. Il va même se compliquer, car l'été s'installe, et avec lui, ces fortes chaleurs. Nous, on est sous système autoventilé de masque, et les combinaisons. Et vu les efforts qu'on fait et les températures qu'ils font, on a des pauses régulières à prendre. Plus il fait chaud, plus les pauses sont serrées. C'est très dur à faire sous une température acceptable. Mais en termes sous une température caniculaire, ça donne du crédit aux équipes et à tous les personnes qui travaillent sur le chantier, parce qu'on n'est pas les seuls. Tu fais 30 ? Ouais, 30. Ah non, on est trempé. Avec la chaleur, la fatigue accumulée à travailler 6 jours sur 7 depuis des semaines pèse encore plus. Pourtant, les sauveteurs de Notre-Dame n'ont pas le choix. La sécurisation doit continuer. Dans le Paris de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qu'on a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau, tu peux pas vivre. En ce début juillet, les tailleurs de pierre offrent un intrigant ballet aérien aux touristes et aux passants. Les fleurons,
ces sculptures de 300 kilos sont retirées en vue d'une intervention d'envergure. Une étape cruciale dans la course contre l'effondrement se prépare. Les arcs-boutants, ces gigantesques bras de pierre qui soutiennent les murs, doivent être consolidés par des attelles de bois à leur mesure. Au-delà du chantier, le sauvetage de Notre-Dame se fait aussi dans les ateliers de France. Les cintres, comme les appellent les charpentiers, sont fabriqués sur mesure, au millimètre près. La découpe et l'assemblage doivent être d'une précision absolue. Chaque pièce est unique et toute erreur pourrait être fatale lors de la pose. Il y a 32 mastodontes de 16 mètres de long et de 8 tonnes chacun. Pendant ce temps, les tailleurs de pierre continuent de préparer le terrain, jusque dans les recoins les plus cachés de Notre-Dame. Ça, j'ai peur. Vas-y, rentre. Sous les arcs-boutants, à 30 mètres de hauteur, ils entrent dans les murs, un endroit que très peu d'hommes ont foulé. Ses compagnons renforcent certaines parties du bâtiment médiéval pour l'aider à supporter le poids de ces énormes cintres. Là, ce qu'on voit, c'est toute la structure cachée de Notre-Dame qui tient l'édifice, avec un remplissage. Comme des culs de bouteilles, sont fabriqués en terre cuite, qui sont vides, ce qui permet d'alléger la structure. Toutes les pierres sont égales les unes aux autres et qu'elles sont toutes aussi importantes, qu'elles soient dans les fondations, cachées en structure ou sur un fleuron à briller à l'extérieur. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est un endroit qui est ouvert peut-être une fois tous les 50, 100, 150, 200 ans. On est tombé sur un petit bout de journal qui racontait l'affaire Dreyfus, donc qui lui est là depuis, je pense, un petit moment, puisqu'il est pris dans des toiles d'araignée, il va rester là encore pour les prochains. Près de 3 mois après l'incendie, ce sont des travaux d'une ampleur jamais réalisée qui commencent sur Notre-Dame quand les premiers cintres arrivent. Ces cintres passent entre les mains des charpentiers et des grutiers. Installer un poste d'assemblage pour des pièces au gabarit aussi disproportionné est un défi en soi. La mise en place mobilise une vingtaine d'hommes, aidés de puissantes grues. Comment ne pas se sentir intimidé face à l'immensité de la cathédrale et au génie de ses bâtisseurs? Là, ici, nous, on met des grosses structures en place, mais on a tout le matériel adéquat. Quand la cathédrale s'est faite, c'était pas le cas. Donc, il doit y avoir beaucoup de boulot de réflexion pour pouvoir monter toutes ces pièces et tout ça, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Ça va? Et toi, attends. C'est quelque chose d'habituel au niveau des assemblages, mais oui, par le coup, qui est une première pour moi, de par la taille et la dimension des éléments, effectivement. Moi, j'ai jamais travaillé sur des dimensions comme ça. Ce qui m'a assez impressionné, c'est cette taille d'étai que l'on redresse. On a tous les craquements de bois possibles et inimaginables. C'est des manips de levage où je suis tellement concentré que ça laisse pas le temps à la réflexion, en fait. Il n'y a aucune caméra en haut des grues, aucun moniteur dans la cabine de pilotage. Une fois que les cintres seront passés derrière ces hauteurs, le grutier travaillera à l'aveugle.
Vas-y, tu vas pouvoir commencer à démater gentiment, Polo. À un moment ou à un autre, ils ne voient plus du tout leur charge. Donc ils sont plus à gruter à vue, ils sont à gruter à l'oreille, c'est-à-dire au commandement qu'on leur donne. Et ouais, ça c'est assez impressionnant pour moi. À droite. Vas-y, encore un peu, c'est bon, nickel. Tu peux commencer à démater gentiment. Cette voix qui murmure, c'est celle de Mehdi Dali, le coordinateur des grutiers. Il endosse une responsabilité de taille à seulement 27 ans. Encore un petit peu. Quand le grutier il voit rien, on devient ses yeux. Notre voix devient ses yeux. J'ai pas le droit à l'erreur. 10 tonnes qui tapent, ça peut faire des dégâts. Comment on va faire pour l'installer? Le cœur bat beaucoup, bat vite. Il faut regarder partout en fait. Partout. Au pied, en haut, en bas. C'est bon, reste comme ça, on attend 2 minutes. Reste comme ça 2 secondes. C'est bon. Reste là. Moule un peu. Tout doux. Stop. Tu vas mettre comme ça, tu vas mouler un peu, et nous on est pas mal. À la main déjà. On va mettre droite, parce que là en bas ils sont dedans et toi t'es complètement à l'extérieur. Il vous manque quoi? Par là-bas, un tout petit peu. Moule tout doux. Moule tout doux, Polo. Polo, oriente tout doux sur la gauche. Oriente tout doux à gauche. Tout doux à gauche. Monte un tout petit peu. Stop. 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 Oui, c'est coincé, je te jure. Elle est coincée, hein. On avait énormément de chance de pouvoir casser un arc-boutant et mettre au sol un arc-boutant. Je pense qu'il y aurait pu y avoir une réaction en chaîne après. C'est un peu le château de cartes, quoi. Il y a un arc-boutant qui tombe, le deuxième et ainsi de suite. Mon cerveau il tourne, il réfléchit, il pense à tout. Il se dit attends, si je fais comme ça, c'est bon ou pas bon aussi. Je réfléchis à plein de solutions, mais ça se passe très vite. Et après, moi j'estime la meilleure solution qu'il faut faire et je la fais quoi. Allez, Polo, mate tout doux. Mate tout doux. Mate tout doux. Mate tout doux. Mate doucement. Tout se joue à quelques millimètres et au mot choisi par Mehdi. Mate. Arrête de baisser les chaînes, juste mate un peu. Mate un peu, nickel. C'est bon, stop, bouge. Il n'y a aucun jeu au niveau des boulons d'assemblage, c'est impeccable. Et une fois qu'il est posé, un espèce de soulagement qui se fait automatiquement. Ça y est, c'est fait. Le sérieux, le professionnalisme, les précautions, les calculs, ce sont les meilleures entreprises que vous avez là. Dans ma famille, on a toujours eu besoin, entre guillemets, de vivre. Je ne suis pas issu d'une famille qui a beaucoup d'argent. Donc je suis très fier de participer à ce chantier. Ouais. Très, très fier même. C'est peut-être une récompense ou c'est peut-être un départ. Un beau départ. La pose des 32 cintres durera plusieurs semaines, nécessitant chaque fois une minutie et une cohésion rares. Ce chantier hors du commun pousse nos bâtisseurs vers l'exceptionnel. Dans l'histoire de l'architecture, le sauvetage de Notre-Dame fera date. Maîtrise hallucinante. Au début, mais je leur demandais même pas tant. J'étais là, mettez-moi des tubes, mettez-moi des trucs comme ça, t'inquiète pas. Et ils m'ont donné le chef-d'œuvre. Quand il y a une réussite, elle est collective. Et quand on a un échec, il est collectif. On n'incrimine pas personne, c'est la faute d'eux, c'est notre faute. C'est grâce à nous. Ça marche toujours comme ça. L'humain bien géré, on déplace des montagnes avec ça. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça pour évoluer sur un chantier. On est porté dans une espèce d'euphorie et de fraternité qui fait que, ouais, on est convaincu qu'on va y arriver. On sait pas en combien de temps, on sait pas comment, mais on va y arriver tous ensemble. Ouais. Apprenons à se connaître et à se faire confiance surtout. On arrive à faire de belles choses. La confiance, c'est la base de tout, même dans la vie. Et sur la cathédrale, c'est pareil. Ça a été la nuit. 25 juillet. La canicule est à son paroxysme.
À Paris, les températures dépassent les 40 degrés. Les pierres imbibées d'eau depuis l'incendie se rétractent, sous l'effet de cette chaleur extrême. En séchant, des joints se détachent et chutent. Mais la nouvelle tombe soudainement. Le chantier est suspendu par la préfecture jusqu'à nouvel ordre, afin de mettre en place de nouvelles mesures contre le plomb. Un arrêt brutal pour les sauveteurs de Notre-Dame. Mais là aujourd'hui, on le tente, on ne sait pas du tout comment la semaine prochaine ça va se passer. Le dilemme c'est est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur un bâtiment? Il faut vraiment faire ces opérations de sécurisation assez rapidement, mais en même temps il y a l'arrêt du chantier qui nous concerne aussi, puisque c'est pour le bon fonctionnement et la sécurité de tout le monde. Les travailleurs sont renvoyés chez eux pour une durée indéterminée. La cathédrale se vide. Seuls les touristes s'agglutinent encore devant ces grilles. Quel danger représente réellement le plomb dans Notre-Dame? Nul ne peut encore apporter de réponse. C'est le principe de précaution qui l'emporte. Les hommes avant les pierres. Après une suspension de 3 semaines, le chantier reprend. Mais le rythme a radicalement changé. Les cintres continuent d'être installés sous les arcs-boutants et les plateformes sur les voûtes. Pourtant, le nombre d'ouvriers autorisés sur le terrain est fortement réduit. Et la plupart d'entre eux est mobilisé sur les derniers aménagements imposés par les nouvelles normes contre le plomb. Notamment l'expansion de la base vie. La course contre la montre se heurte au protocole de sécurité. Ça s'est tellement bien passé, de manière tellement fluide, qu'on se dit que c'est un chantier normal. Non, ce n'est toujours pas un chantier normal. On est toujours sous la menace de l'effondrement de la cathédrale de Paris. Si quelqu'un se contamine au plomb, on a quand même des moyens de le guérir, au moins partiellement. S'il y a une voûte qui s'effondre, qu'un bonhomme en dessous, c'est immédiat. Toute la difficulté, en fait, c'est de trouver la hiérarchie du risque. 3 mois s'écoulent dans la torpeur. Le programme élaboré par les architectes prend un retard considérable. Les tenues de travail changent, mais les règles drastiques imposées pour limiter les risques de contamination compliquent encore plus la tâche des compagnons. Nos compagnons sont dans le chantier, ils veulent aller aux toilettes, ils sont obligés de repasser par les douches. Est-ce que ça, c'est du bien-être? Non. Quand on passe entre 4 et 8 douches par jour, je ne pense pas que les compagnons, il y a un côté bien-être. On ne rattrapera jamais notre temps, d'accord? Et les process qui sont mis encore aujourd'hui en place ne vont pas dans le sens de dire on va aller plus vite. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de sauver le malade. On est des urgentistes, on l'a mis sous réanimation, elle est sous perfusion, mais elle n'est pas encore sortie de cette zone d'urgentiste. En novembre, cet immobilisme est devenu insupportable pour Philippe Villeneuve. L'architecte en chef s'éloigne une journée afin de calmer son impatience et trouver un nouveau souffle. C'est vrai que ça fait 6 mois que je n'en sors pas de ma cathédrale, en fait. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un rêve où je cours, mais j'avance pas. Et des fois, je pleure. Beaucoup. C'est pas chic d'avoir Notre-Dame, c'est pas génial d'avoir Notre-Dame. C'est une charge, c'est un poids énorme d'avoir Notre-Dame. Je boue. Je suis en fait, alors, je suis dans un état de colère. Je suis furieux, ça veut rien dire. C'est vraiment colère. On fait passer des priorités qui ne sont pas prioritaires à mes yeux, parce que ma priorité et la priorité de l'humanité, c'est de sauver ce patrimoine. C'est pas la priorité de un archi ou de 3 personnes. C'est la priorité de l'humanité. C'est le patrimoine mondial de l'humanité là qui est blessé. Donc ça doit concerner tout le monde. Le train mène Philippe vers les miraculés de l'incendie. Les statues dessinées au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte de Notre-Dame. Par chance,
Ces statues qui entouraient la flèche ont été retirées 4 jours avant le drame pour être restaurées. Ah, je suis heureux. Mais je pensais que ça me ferait rien. Non, c'est pas possible. C'est évident qu'on va les remettre. Oui, c'est pas grave, ouais. Ce cuivre-là, c'est comme la cuisine, le savoir-faire d'essuyer à un moment donné, qui donne ses effets. Mais c'est magnifique, c'est ça qu'il me faut. Ça va être, quand elles vont ressortir, oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de les voir. La profondeur, la brillance, là, ça va être magnifique. Elles vont être belles, ces statues. Et là, il va être content, mon Rémi. Il est en tôle, lui, moi, je suis en permission, quand même. C'est un bout de la cathédrale, ça. Moi, quand je rentrais dans la charpente de la flèche, je disais toujours aux visiteurs, ou même à moi tout seul, je me disais, je suis dans le cerveau de Viollet-le-Duc. Et là, en fait, on touche Viollet-le-Duc. Quand elles étaient à leur place, on ne pouvait pas les toucher, on ne pouvait pas... C'est à la fois dur, parce qu'il n'existe plus l'endroit où elles étaient. Mais en même temps, on se dit, on les a, on peut refaire. La restauration n'est pas encore d'actualité, mais c'est bien cet objectif de rebâtir qui pousse nos hommes à avancer dans leur mission de sauvetage. Et enfin, en décembre, 8 mois après l'incendie, le chantier renoue avec la réussite. Tous les cintres sont maintenant posés. Cette étape est déterminante dans la sécurisation de l'édifice. Le château de cartes n'est plus. Si une voûte venait à tomber, ces cintres empêcheraient les murs de lâcher et la cathédrale de s'écrouler. Ce succès majeur pour l'équipe de Notre-Dame impulse un nouvel élan. Une autre avancée essentielle se cache entre les murs de la cathédrale. Après des mois de labeur, la nef est enfin débarrassée de ses gravats. Le cœur de Notre-Dame retrouve un peu de son éclat. Vous voyez, un monument comme celui-ci, il est chargé d'un symbole dans lequel il y a énormément d'amour et de passion. Et donc, quand on voit disparaître ces symboles, ces êtres chers, en fait, chargés d'humains, on se dit, ça y est, c'est la mort qu'on voit. Un monument, on a le pouvoir de le refaire ressortir, de le faire rejaillir. Ça, c'est absolument génial. C'est plein d'espoir. L'espoir, pour Philippe, c'est aussi de pouvoir se débarrasser du plomb, qui parasite le chantier, autant qu'il salit la cathédrale. Heureusement, le drame a soulevé une vague d'entraide internationale. De nombreux spécialistes ont proposé leurs compétences pour assister les sauveteurs de Notre-Dame. Bartek Dajnowski, un chercheur américain, a mis à disposition du chantier une technologie redoutablement efficace. Premier test avec son laser de nettoyage sur les pierres récupérées dans la nef. On utilise souvent cette technologie à base de laser pour retirer le plomb après un incendie. Aux États-Unis, nous avons nettoyé les façades de la Cour suprême et celle du Jefferson Memorial. Ce laser fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez avoir 3 équipes, le matin, l'après-midi et le soir, et le laser fonctionnera non-stop pendant des mois. Pour moi, c'était comme une évidence. Je devais aider. Donc je suis venu bénévolement. Mais c'est très gratifiant, car plus tard, j'aimerais dire à mes enfants que j'ai contribué à la préservation de Notre-Dame. Il faudra sans doute des années pour nettoyer les dizaines de milliers de mètres carrés de sol, de murs et de plafonds. Mais la solution existe. Avant de pouvoir libérer Notre-Dame de ses poussières toxiques, il reste un point crucial à régler.
l'échafaudage calciné. Après, voilà, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être dire comment que ça se fait que c'est toujours pas démonté, comment que ça se fait que c'est... Ça, c'est les gens visuellement qui voient ça d'en bas. J'ai entendu tellement de choses. On vient avec une grue, on le lève, on l'enlève, oui, bien sûr. Oui. Comme ça, on a tout qui s'écroule, et puis... Hélicoptère, nous, on y a pensé aussi, mais on va se faire cracher un hélicoptère au-dessus de Notre-Dame. Bravo, quoi. Il faut prendre soin à ce que cet échafaudage, en le démontant, ne s'effondre pas. Il y a une quarantaine de milliers de pièces dans cet échafaudage qui sont un peu mélangées les unes aux autres, et il faut être très prudent dans son démontage. Enlever les tubes d'acier un à un prendra des mois. La structure de la cathédrale étant désormais consolidée, cette opération va bientôt pouvoir commencer. La première étape est de taille. Installer une des plus grandes grues d'Europe au pied de Notre-Dame. Moi, je vais arriver à côté bloc, je bouge pas. On bloque. Mira, atrás a dos, más atrás. Vas-y, mira. Vas-y, 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 vas-y. Doucement avec les branches là-haut, doucement avec les branches là-haut. Attends. Stop. Bouge pas. Attends. La grue fait 80 mètres, l'équivalent d'un immeuble de plus de 25 étages. Seul un tel engin est assez puissant pour permettre aux ouvriers d'intervenir sur le sommet de l'échafaudage. Les grutiers doivent assembler cette géante de fer dans un espace exceptionnellement réduit. Décidément, tout dans ce chantier est un challenge. Une grue de 80 mètres charrie avec elle tous les superlatifs du monde. Immense, disproportionné. Chaque outil, chaque cheville est gigantesque. T'as vu? C'est ça un homme. Pour raccorder les différents éléments, 2 autres grues sont nécessaires. À ce stade du montage, une météo d'un calme absolu, sans un souffle de vent, est nécessaire. Si tu as une plage où on n'a pas de vent et qui nous laisse le temps de l'aligner au-dessus de la Seine. Ok. Notre ennemi, c'est le vent. En fait, on profite de ne pas avoir de vent aujourd'hui pour avancer au maximum. Pour assembler les derniers éléments, des hommes sont envoyés à 80 mètres de hauteur. Ils mettent 10 minutes pour atteindre le sommet. Attention, j'arrive. Donc là, c'est un levage qui est impressionnant, effectivement, parce qu'on survole l'eau. Donc là, on a une coupure de toute la navigation fluviale, parce que c'est principalement des péniches, un péniche et bateau-mouche. On a une plage horaire de 4 heures pour assembler notre flèche. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif.
efficace, il faut que ça arrive exactement dans les encoches prévues. Léon, ça rentre pas là. Voilà, c'est quand même assez sécure. Hein. Ah, c'est une opération extraordinaire là. Hein. On est dans les opérations qu'on fait pas souvent dans sa vie. Hein. C'est pas un chantier commun. Je sais pas comment le décrire, mais on ressent quelque chose. Cette grue va permettre de rattraper le temps perdu. Les équipes vont pouvoir travailler simultanément sur l'échafaudage et les voûtes, dont le déblayage accuse beaucoup de retard. Janvier, nouvelle année, nouveau souffle sur le chantier. Pendant que la sécurisation de l'échafaudage s'organise, le nettoyage des voûtes reprend. Et sur l'une d'elles, ce matin, un architecte entre dans la peau d'un cordiste. Tu commences un peu ici, c'est ça. Voilà, tu serres, tu poses au-dessus de tes hanches. Tu 9 mois après l'incendie, des centaines de mètres carrés croulent encore sous les gravats. Rémi Fromont s'est formé avec les cordistes. Il part organiser le déblayage d'une zone aux décombres précieux, les bois de la charpente médiévale de Notre-Dame. C'est en expert qu'il va se suspendre au milieu des vestiges de celle que l'on appelait la forêt. Car pendant ses études, Rémi a passé 1 an à la dessiner. Un travail qui prend encore plus de sens aujourd'hui. Tu vas avec lui? Ouais. Il a fait une formation il y a quelques semaines. Il va se sentir plus à l'aise après. Pour Rémi, cette inspection à la corde est autant un saut en avant qu'un retour en arrière. Quand on monte au niveau des voûtes, qu'on voit ces bois qui sont effondrés, qui sont brûlés, calcinés, à chaque fois, en fait, il y a une émotion extrêmement forte qui remonte. Pour moi, en fait, c'est une partie de mon histoire qui est partie en fumée. Je pense que je ne serais pas architecte en chef des monuments historiques si je n'avais pas fait le relevé des charpentes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En fait, moi, quand je vois un bois Notre-Dame qui est par terre, un charpente médiévale, il y en a une bonne partie, je peux dire d'où elles viennent, en fait. Et je me le restitue mentalement où c'était. Tu montes comme ça, ta main là, j'ouvre ta poignée et tu baisses comme ça. Vas-y, et là, voilà, tu relèves tranquillement, ça va, ça va, voilà, doucement. On va pas trop bas pour que tu puisses te récupérer là. Il faut qu'on transmette tout ce qu'on a pu savoir, tout ce qu'on a pu voir, avant que nous-mêmes l'oublions ou que nous-mêmes disparaissions. L'idée, c'est de s'effacer. Pour moi, le meilleur projet de restauration, c'est le projet, en fait, on ne voit pas quasiment qu'il y a de restauration. J'ai pas d'enfant, mais ma fonction aussi, c'est de transmettre mon métier ou de transmettre l'amour de cette cathédrale aux suivants. Personnellement, je suis vraiment à la fois heureux, soulagé qu'il soit là, mais en même temps, je suis perclus d'admiration et je vois en lui pas mon héritier, mon successeur. Héritier, ça serait présomptueux, parce qu'il a déjà tellement de choses que... Bon alors, ça t'a plu? C'est hyper intéressant parce qu'on voit tout là. C'est assez magique en fait. Moi, c'est la première fois en tant qu'architecte que je me retrouve suspendu au bout d'une corde. On se rend compte que les voûtes, par endroits, ont l'air quand même un petit peu fracturées. Ça, c'est une mauvaise surprise. Et par d'autres endroits, on l'air en très bon état. C'est la bonne surprise. Donc, on a hâte que d'abord, elle continue le déblaiement. Sur une des voûtes fragilisées, Rémi a repéré une pièce de bois de 700 kg, partiellement intacte. Un trésor pour le jeune architecte en chef, comme pour les archéologues. Il faut la dégager en priorité. L'équipe élabore la stratégie pour extraire ce vestige rescapé des flammes.
La zone étant instable, tout est minutieusement préparé. Horizontaux. Putain, Et du coup, ça bouge. Ça permet un peu 7 de voir. mm. C'est 8 mm là, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'intervention va débuter ce matin. Bonjour, monsieur. Ça va bien. Mais les cordistes ne seront pas les seuls à manœuvrer sur les hauteurs. La grue est en action autour de l'échafaudage. La course a repris. Chaque jour, les différentes équipes se coordonnent. T'as combien de gars ici et combien de gars là? J'en ai 4 et 6. Les tâches se superposent, les risques aussi. Aujourd'hui, 2 opérations délicates vont être menées en parallèle. Tandis que les cordistes travailleront sous ce plancher en bois, les grutiers, les échafaudeurs et les charpentiers, eux, à l'aide de la grue de 80 mètres, vont poser au pied de l'échafaudage d'énormes structures nécessaires pour le sécuriser. La difficulté déjà sur la voûte, c'est l'isolement. On est sur une partie très difficile d'accès. En cas d'alerte effondrement de l'échafaudage, le temps de sortir du poste et le temps de sortir de la cathédrale. C'est quelque chose de dangereux. Dès que tu pars quelque part d'inaccessible, tu penses tout de suite dans ta procédure au secours. C'est obligatoire. Les cordistes amorcent leur descente sur les voûtes. 30 mètres plus bas, les charpentiers et les grutiers s'organisent. André, toi, tu montes. Vous montez tous les deux. On envoie le bestiau. On va pouvoir y aller, Hervé. L'assemblage de 10 tonnes s'élève pendant que les cordistes s'enfoncent dans la forêt de décombres pour en extraire en suspension la poutre de 700 kilos. Vas-y, lève doucement. Lève doucement. Lève doucement. Doucement. Vas-y. Vas-y, lève. Démate encore. Top. Tirez-la, les gars, tirez-la. Allez, Julien, ça va taper dans les shafts. Oh, putain. Évacuez, les gars. Sous ce plancher, les cordistes n'ont aucune idée de la situation extérieure. Seule l'alarme les informe qu'ils doivent évacuer immédiatement. L'alarme s'arrête aussi soudainement qu'elle s'est déclenchée. Les hommes reprennent leur souffle. L'échafaudage a frémi, mais il a retrouvé son équilibre. Les manœuvres peuvent reprendre dans le calme. Ce monstre de métal pèse autant sur la cathédrale que sur l'esprit des hommes. L'échafaudage, il obsède un peu tout le monde. On voit que ça en même temps. On n'a qu'une envie, tout le monde a qu'une envie, c'est de plus le voir. Moi, mon envie, c'est de combattre contre l'échafaudage. C'est un combat de boxe, c'est lui ou nous. Tant que l'échafaudage, il est pas au sol, pas un jour de repos, pas de vacances. Et on fera une belle fête quand tu seras en bas. Et mais la fête, je veux la faire avec tout le monde. Je veux pas qu'il m'en manque. L'alarme a rappelé à tous qu'ils manipulent des milliers de kilos dans un espace dangereux. Mais rien ne les arrête. Ils ont un échafaudage qui peut leur tomber dessus à tout moment. Ils ont des voûtes qui peuvent s'effondrer. Ils sont suspendus à des cordes. Enfin, c'est quand même des conditions de travail épouvantables, dures. Et ils sont toujours là. Toujours avec le sourire. C'est comme si t'enlevais la crème petit marseillais à Jimmy. Ça. Ah ouais, mais moi, sur ma crème, Prends ta douche là. C'est vrai, c'est des planchons sur ça s'appelle. Tire-toi de l'autre côté là. Allez, dégage.
Mars rapproche ses hommes du but qu'ils poursuivent depuis près d'1 an. La dernière étape du sauvetage de Notre-Dame, la sécurisation de l'échafaudage instable. Après avoir étudié toutes les possibilités, les architectes en chef ont opté pour une solution. Cerner l'échafaudage par d'énormes poutres pour l'empêcher de bouger. Si jamais il doit s'effondrer, c'est très rare en fait que ces éléments-là partent d'un coup comme ça vertical. Alors, en fait, il risque plutôt de se comporter comme ça. Donc en fait, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, mais il risque certainement de s'ouvrir. Donc si on met une ceinture autour, il peut s'ouvrir. Les équipes se mettent en place. C'est l'une des interventions les plus dangereuses depuis le début des travaux. Les alentours sont bouclés et le chantier évacué. Pour la sécurité, on n'a aucune tâche autour de l'échafaudage. On a uniquement ce qui se passe sur l'échafaudage qui fonctionne, c'est tout. La stratégie est d'insérer, avec l'aide de l'immense grue, des barres en métal de 28 mètres à l'intérieur de l'échafaudage. Comment va-t-il réagir? Un ingénieur surveille ses moindres mouvements grâce aux capteurs posés sur la structure. Allez, donne-moi ça. J'avance ton chariot. Franck Panussa, le chef de l'opération, oriente le grutier pour introduire chaque barre le plus délicatement possible. On avance encore un peu. Encore un peu. Encore. Ouais, c'est pas mal. Encore un peu. Cette poutre de 750 kg oscille dangereusement. Il faut à tout prix la stabiliser. Il fallait qu'il la ramène. Stop. Démoule encore, vas-y. La barre en métal est relâchée trop brusquement. L'alarme se déclenche. Oui. Pour l'instant, c'est des vibrations. On a fait bouger quoi là? Elle pose la poutre. C'est peut-être en la posant qu'il... Du moment où tu as l'alarme et tout, qu'on est en niveau 2, voilà, on est obligé de regarder le graphique avant que les gars continuent. Pour l'instant, ils sont en retrait. Ça sonne encore, hein? Oui. On a des vibrations. Le temps semble suspendu. Chacun scrute le monstre qui frémit. L'alarme s'arrête. Le danger est passé. Manifestement, c'est lié au fait qu'ils ont posé la poutre. Là, ça a créé une vibration sur l'échafaudage qui s'est immédiatement rapporté sur les capteurs, donc ça a sonné dans tous les sens. Et maintenant, en fait, c'est revenu à un état stable et au même niveau qu'au niveau initial. Donc on considère qu'il n'y a aucun problème. Une fois les barres solidement fixées, l'échafaudage est totalement immobilisé. Ça y est, c'est posé. Bravo. Non, puis c'est des choses qu'on prépare depuis des semaines, mine de rien. Et ça, c'est bien. On va pouvoir travailler, là. Ils ont réussi. Ceinturé par ces grandes poutres rouges, le monstre de métal n'est plus une menace. Notre-Dame est enfin sauvée. Moins d'1 an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris, les principaux dangers d'effondrement sont désormais écartés. Chaque homme et chaque femme ayant travaillé pour ce chantier hors du commun a accompli une tâche historique. Ouais, je suis très fier.
Je suis très fier et ça va traverser le temps. Je pourrai raconter à mes enfants, mes petits-enfants que j'ai participé à tout ça, quoi. Je suis très fier de, je vais dire, mes gars. Le chantier peut avancer vers sa prochaine mission. Bientôt, il va falloir reconstruire. Démonter l'échafaudage, nettoyer et réparer les voûtes, refaire la charpente. Beaucoup de questions demeurent. Va-t-on restaurer à l'identique ou mettre l'empreinte de notre siècle? Philippe Villeneuve reverra-t-il la flèche et ses statues sur le toit de Notre-Dame? Quels que soient les choix qui seront faits pour la reconstruction, rien n'aurait été possible sans le talent et la détermination de ces bâtisseurs. Vous savez, les pompiers ont sauvé la cathédrale. Eux, ils ont sauvé aussi la cathédrale. Moi, j'ai une chance inouïe. J'ai un métier, quand d'autres ont un emploi. Vous savez, un emploi, on peut le perdre, mais un métier, on ne peut jamais le perdre. Comme leurs prédécesseurs, le temps effacera de nos mémoires les noms et les sourires de ces héros. Pourtant, chacun de leurs gestes, chaque risque pris, rayonnera dans les pierres de Notre-Dame pendant des générations. Toute la nuit, les pompiers se sont battus contre l'incendie. Mais Notre-Dame, sauvée des flammes, est toujours en péril. Première fois que je rentre dans la nef juste après l'incendie, première impression, c'est ce grand vide. C'est des voûtes éventrées, c'est des bois brûlés, calcinés, qui tiennent on ne sait pas trop comment. C'est l'odeur aussi de l'incendie, qui est très forte. Ça prend au trip, quoi. La charge émotionnelle, elle était d'une violence rare, insupportable. Le lendemain matin, j'ai pleuré énormément. En gros, pour moi, le drame de Notre-Dame de Paris, c'est un membre de ma famille qui vient de mourir. Son plafond est transpercé. Sa charpente médiévale a disparu. La plus célèbre des cathédrales françaises est désormais aussi fragile qu'un château de cartes. Il faut sauver Notre-Dame. Ce sanctuaire chrétien, chef-d'œuvre de l'architecture gothique, façonné par des milliers de bâtisseurs pendant 850 ans, menace de s'effondrer. Aujourd'hui, ils sont une centaine d'hommes et de femmes à se battre jour après jour pour empêcher la disparition de ce patrimoine mondial. Il faut la sauver. On n'a pas le droit de pas réussir. Pendant 1 an, ils ont affronté le danger, la pression, l'inconnu et un ennemi toxique, le plomb. 1 an de défis et d'exploits, 1 an d'une course contre la montre, suivi mois après mois à leur côté. Un an dans l'intimité d'un chantier hors norme et historique pour sauver Notre-Dame. Le jour se lève à peine sur la cathédrale sinistrée. Mais déjà les premières équipes d'intervention sont sur le pied de guerre. Des dizaines d'ouvriers et de compagnons du devoir sont mobilisés pour sécuriser l'édifice en danger. Tout de suite, on s'est mis au boulot, on s'est tellement mis au travail, on s'est tellement tous impliqués. C'était vraiment dans des conditions petits bungalows, on était à 30 là-dedans alors que c'était prévu pour 10. Il y a eu une espèce d'émulation incroyable. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef de Notre-Dame, dévoué à sa restauration depuis 7 ans. Du jour au lendemain, sa mission change radicalement. Pour sauver la cathédrale, il doit organiser en quelques heures ce qui prendrait d'ordinaire plusieurs semaines. Face à l'urgence,
il fait appel à un jeune confrère, Rémi Fromont, qui sera son bras droit sur ce chantier de sauvetage. Il faut qu'on pense tout en même temps. C'est pour ça que tout seul, j'y arriverai pas, qu'on est plusieurs dessus. Je pense que c'est comme une opération à cœur ouvert où quand vous avez une intervention sur un grand malade, on ne se pose pas de questions sur savoir ce qui se passe et voilà, il faut stabiliser. Après un état des lieux exhaustif, la première urgence est identifiée, les pignons. Ces énormes triangles de pierre qui surplombent les deux côtés de la cathédrale. La charpente ayant brûlé, ils ont perdu leur soutien. Il faut les empêcher de s'écrouler. C'est-à-dire qu'en fait, un pignon aurait pu tomber, soit côté voûte et effondrer les voûtes, soit côté rue et défoncer des immeubles d'habitation. Pour les consolider, il faut d'abord découper les statues qui trônent à leur sommet. Chacune pèse 1,3 tonne. Au moindre souffle de vent, elles risquent de tomber. Le périmètre est bouclé, une opération particulièrement dangereuse commence. La grue monte les ouvriers à 45 mètres de hauteur. Parmi eux, Nicolas Desnoué, tailleur de pierre depuis 20 ans. Quand on commence à tronçonner, on voit la poussière qui sort de la nacelle, ça fait un grand nuage de fumée. Là, on se dit, il est possible que la statue tombe. Si la statue se couche dans la nacelle, on est mort. La décision est lourde à porter pour celui qui les a envoyés tout là-haut, Didier Durand, le chef des tailleurs de pierre. J'ai dû perdre 10 ans de ma vie. Quand vous envoyez 4 compagnons découper une statue, et les risques étaient énormes, je ne vous cache pas qu'à la fin de la journée, on en prend... J'y suis pas arrivé encore. Vous m'excuserez. C'est quelque chose de... Le plus grand plaisir, c'est quand tous les pompiers, du plus haut gradé jusqu'au plus petit, ont applaudi tous mes hommes. Une fois les statues retirées, les charpentiers passent à la seconde phase de l'opération. Ils fabriquent de gigantesques attelles de bois qu'ils vont fixer sur les pignons pour les immobiliser. Pascal, 4 mètres du pignon, 6 mètres de l'échappement. Yann Meunier, un ancien militaire devenu charpentier, a immédiatement rejoint la cathédrale pour apporter son aide. Là, c'est beaucoup de sentiments, en fait, une fois qu'on est là-haut. Le premier sentiment, déjà, c'est de se dire qu'on est sur la cathédrale, qu'on est à 30-35 mètres de haut, avoir le vent qui claque dans le visage, avoir toutes ces portées de bois monstrueuses qui arrivent, et ces petites montées d'adrénaline qui étaient très fortes. Avec Antoine et Yves, ses chefs d'équipe, Yann reste très vigilant. Il travaille coincé dans l'une des zones les plus dangereuses, à côté d'un gigantesque échafaudage, dévoré par les flammes et instable. Ce fameux échafaudage qui a brûlé, qui est quand même assez château-branlant, on ne sait pas trop encore si ça tient vraiment ou pas. Et puis les pignons, ça joue au centimètre, quoi. 5 centimètres. Hop. Après 48 heures non-stop, le pignon le plus fragile est consolidé. Ceinturé de part et d'autre par le bois, il ne bougera plus. Au même moment, le niveau d'alerte monte. De la pluie est annoncée pour bientôt. Ici, toute la toiture. Et ici, tout a brûlé. Il faut à tout prix protéger la cathédrale éventrée avant les premières averses. Le pire ennemi d'un édifice, c'est de rester à l'air et surtout avec l'eau qui rentre dedans. Les hommes qui mènent cette intervention vitale, ce sont les cordistes. Ces compagnons sont dans leur élément. Le danger, c'est leur métier. Nous, les cordistes, on va à des endroits où personne ne va. Alors là, c'est pas un danger de hauteur. On est habitué à travailler sur des bâtiments bien plus grands. Là, le danger, c'est vraiment l'environnement. L'environnement qui est très instable. En un temps record, ils déploient des milliers de mètres carrés de bâches sur les toits et les façades, enveloppant Notre-Dame juste à temps avant l'arrivée de la pluie. Les missions périlleuses se succèdent.
Le bâchage à peine terminé, les cordistes partent intervenir sur l'échafaudage calciné qui surplombe le centre de la cathédrale. Lorsque Notre-Dame a pris feu, un chantier de restauration venait d'installer autour de la flèche cette structure de plus de 300 tonnes de métal. Celui qui l'a conçu, Didier Cuiset, sait mieux que tout autre qu'il faut impérativement sécuriser la zone. Il y a 200 tonnes qui sont ratatinées. Il ne faut pas oublier que du côté des tours, l'échafaudage, il a pris la flèche carrément dessus. Personne n'aurait même pensé qu'ils soient encore debout, quoi. La stabilité de l'échafaudage inquiète. Le responsable des cordistes, Guérin Châtenay, prend le contrôle des opérations. Il y a des éléments menaçants qui peuvent à tout moment basculer et venir percuter des gens. Donc on nous demande de poser un filet en dessous de l'échafaudage, au plus haut possible au-dessus des voûtes. Parce que là, faut pas qu'on se prenne sur les bûches. Mais ça n'empêche pas de mettre le câble au milieu, on s'en fout. Ouais, c'est ça. On va jouer les trois ici. On fait ça? Ouais. Dans les conditions que sont l'échafaudage, on n'a pas le droit d'aller en dessous avec la vie de quelqu'un en danger. Donc on va tirer au lance à marque pour passer des câbles. C'est un pistolet pneumatique qui nous permet de faire traverser des grandes distances. Cet outil a la puissance d'une arme. Il faut viser juste pour ne pas déstabiliser la structure. Quand on tire, il faut calculer, voir si ça va passer, où est-ce qu'on va atterrir. En face, il ne faut pas qu'on aille percuter un vitrail de l'autre côté, ou on ne sait pas si l'échafaudage va vaciller. On imagine plein de scénarios. Assez là? Je sais pas si j'avais vraiment envie de le faire. Par contre, je savais que c'était à moi de le faire. Dans les moments difficiles, que ce soit de la vie ou au travail, même si moi j'ai la pression, il ne faut pas que ça transparaisse trop sur les gars. On ne peut pas s'arrêter à avoir peur. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas que la peur elle me freine. Attelle de bois, bâches, filets, les ravages du feu sont colmatés peu à peu. Mais la menace d'effondrement reste une préoccupation permanente. Il va y avoir un préfet qui va débouler dans un quart d'heure, qui veut un point, surtout tous les jours, matin, midi et soir, pour divers ministères, etc. Donc je te le donne. Tu déranges, un briefing. Je vais faire ce soir un point complet, cabinet, ministre intérieur. Donc on a bâché l'ensemble pour se mettre hors d'eau. On a terminé avec la sécurité complète des pignons. Maintenant, notre grosse inconnue, c'est qu'est-ce qu'on va trouver sous les gravats des voûtes. Je ne sais pas garantir si elles tiennent ou si elles ne tiennent pas. Pas pour le moment. Les voûtes forment cet impressionnant plafond de pierre, caractéristique de l'architecture gothique. C'est sur elles que repose l'équilibre de la cathédrale. Sur les 10 principales, 3 sont effondrées et les autres sont recouvertes de centaines de tonnes de débris. Comment faire pour y accéder? Philippe Villeneuve imagine de passer par le haut grâce à une plateforme en bois posée sous les bâches blanches au-dessus des voûtes. Mais la construction prendra du temps. L'architecte dévoué à la cathédrale doit être patient. Je vis Notre-Dame, je bouffe Notre-Dame, je bois Notre-Dame, je respire Notre-Dame, je pense Notre-Dame, je ne dors plus Notre-Dame. Et même quand ça se voit pas, mais je pense violemment Notre-Dame tout le temps. Je n'imagine pas une seconde faire autre chose que de rendre Notre-Dame comme elle était au monde. C'est mon devoir. À mesure que les semaines passent, le chantier trouve son rythme. La fourmilière s'installe au milieu des pierres. De nouveaux échafaudages sont montés autour de la cathédrale. Le minutieux travail de ces hommes est essentiel. Sans eux, rejoindre chaque espace de ce colosse instable serait impossible. De nouvelles mesures de sécurité sont désormais mises en place, car un ennemi se cache à l'intérieur de Notre-Dame. Les 400 tonnes de plomb qui recouvraient la toiture ont fondu ou se sont dispersées en fumée pendant l'incendie.
Face aux dangers qu'ils représentent, tous les travailleurs doivent désormais porter un équipement de protection. C'est une combinaison intégrale que l'on doit mettre avec une capuche. On doit travailler avec des gants, il ne doit y avoir aucun contact d'air, donc on scotche la combinaison aux gants. Et pour certaines parties du chantier, on est obligé d'intervenir avec ce que l'on appelle un masque ventilé, un masque intégral qui est relié à des cartouches filtrantes que nous avons à la taille. Protégés de la tête aux pieds, les cordistes partent pour une mission à haut risque. Pour la première fois, ils vont pénétrer au cœur de l'échafaudage calciné. Ils vont devoir s'approcher au plus près de celui que chacun redoute, s'y accrocher même pour y poser des capteurs ultrasensibles capables de réagir au moindre de ses mouvements. Il ne faut pas se tromper, mettre le pied au bon endroit. Mission accomplie. Désormais, toute oscillation de la structure déclenchera une alarme et l'évacuation du chantier. Mais les échafaudeurs n'ont qu'un objectif, retirer le monstre qu'ils ont créé malgré eux. Là où elles sortent les poutres. Ah ouais. S'il finissait par lâcher, sa chute pourrait entraîner celle de la cathédrale. Je dis que pour un but, c'est démonter cet échafaudage-là et qu'on n'en parle plus. Voilà. Oui, c'est... Et ça obsède pas que moi. C'est notre échafaudage, il faut qu'on l'enlève. Ce démontage est l'opération la plus critique du sauvetage de Notre-Dame. Il doit être méticuleusement préparé et le bâtiment renforcé pour parer au risque. Une fois encore, il faut être patient. Heureusement, d'autres opérations sont plus simples à mener. Sous la nef, dans le cœur de Notre-Dame, les archéologues dirigent avec l'aide des machines une vaste opération de déblayage. Malgré les filets, la zone est dangereuse. C'est là que la flèche s'est écroulée, frappant l'échafaudage et les voûtes. Seuls ces engins téléguidés peuvent aller récupérer les débris au sol. Du bois, de la pierre, du métal, enchevêtré. Pour le commun des mortels, ce seraient des gravats à évacuer. Pour nous, ce ne sont pas des gravats, ce sont des éléments authentiques de l'édifice qui sont tombés et que nous traitons exactement comme on le ferait pour des vestiges archéologiques. On numérote chaque passage de pelleteuse, photographie le chargement pour localiser d'où ça vient, dont on garde la mémoire, de manière à ensuite le remettre dans les lieux où les matériaux étaient exploités. Cette pierre a été très bien sélectionnée parce que la plupart des éléments que nous voyons à l'œil sont intacts. La bonne nouvelle, c'est que ces éléments, nous pourrons les reposer. Les bois calcinés de la charpente historique, eux, sont trop abîmés. Ils ne pourront pas être réutilisés. Chaque élément de la charpente est porteur en soi d'une histoire. Et surtout, l'histoire de l'environnement, l'histoire du paysage autour de Paris, l'histoire du climat. Tout ça était contenu dans ces charpentes anciennes. Alors c'est pour ça que le drame absolu que représente l'incendie, c'est une perte irrémédiable. Là, pour le fait, on peut réellement parler de bibliothèque qui brûle. Fort heureusement, tout n'a pas brûlé. Ce qui a mal brûlé, nous allons essayer de le faire parler. Les archéologues ne sont pas les seuls à vouloir faire parler ces décombres. Une enquête est ouverte depuis l'incendie. Le feu étant parti de la flèche, pour les enquêteurs, les débris contiennent de précieuses informations sur son origine. Les casques noirs de la police scientifique traquent le moindre indice. La préfecture de police préfère que nous commencions par là
puisque là se trouvent les probables responsables de la mise à feu. Donc là se trouvent les éléments essentiels de l'enquête. Les éléments récupérés mettront plusieurs mois à révéler leur secret. Quelle est l'origine de l'incendie? L'instruction est en cours. Aucun indice susceptible d'entrer dans le champ des investigations ne doit être dévoilé. La cathédrale souffre toujours en profondeur, à de multiples endroits. Tous les corps de métier s'activent pour sauver Notre-Dame. Les charpentiers continuent de soutenir la pierre par le bois. Tailleurs de pierre, géologues et architectes peuvent désormais ausculter les murs rongés par l'incendie. Sur les hauteurs, les pierres de calcaire s'effritent comme du sable. Donc ces éléments-là, on ne pourra pas les conserver. Sur Notre-Dame, pour ce qui est du feu, on a à la fois des phénomènes de changement de couleur et aussi des fissurations. Dans des pierres comme ça, vous avez une baisse de la résistance mécanique. Le diagnostic est préoccupant. Les murs ont perdu le tiers de leur résistance. Les petites colonnettes qu'on a ici sont complètement explosées. Et c'est très dangereux parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui claque, tout le reste tombe. Et là, on voit tout en train de se décoller. La rose elle-même se désolidarise de l'arc de décharge dessus. On a quand même plein de pierres malades et à l'intérieur, je pense qu'elles sont cramées. Donc ça, c'est des pierres qu'on va devoir changer vraisemblablement. Les voûtes sont-elles devenues aussi fragiles? Depuis le début, la question inquiète. Elle devient cruciale. Si une seule voûte s'écroulait, cela pourrait provoquer une réaction en chaîne fatale. Il faut au plus vite les débarrasser des débris qui les recouvrent pour pouvoir les inspecter. Un mois après l'incendie. Avec les beaux jours, touristes et Parisiens affluent aux abords de Notre-Dame, qui attend, à l'abri derrière ses grillages, qu'une opération cruciale commence. Les cordistes se préparent à intervenir sur une des voûtes détruites. Ils vont se suspendre à une plateforme en bois pour la déblayer à la main. Grégory Vacheron, le chef d'équipe, mesure les risques. On n'a aucune certitude de la qualité de la voûte restante. On ne sait pas exactement à quel degré elle est encore résistante. Moi, j'ai envie de te dire que ça va pas poser de problème, mais on sait jamais. Il faut enlever les éléments qui sont posés sur la voûte sans rajouter un poids supplémentaire sur la voûte. Donc, on doit toujours être en suspension à ras de la voûte. Physiquement, c'est assez costaud. Au milieu des cendres et de la poussière de plomb, ce qui avait été assemblé il y a des siècles est retiré élément par élément, à bout de bras, à bout de force. Le début pour les cordistes d'une mission éreintante qui va durer plusieurs mois. Après plus d'un mois à travailler sans relâche, de nouvelles contraintes s'abattent sur le chantier. La présence du plomb dans la cathédrale fait peur. Les normes de sécurité sur le site sont à nouveau relevées. Encerclé par des palissades, le chantier s'isole du reste du monde. Oh. Ouais. Pour se protéger d'une contamination, le personnel doit maintenant suivre un protocole encore plus strict et vérifier son taux de plomb dans le sang.
Les analyses sont obligatoires, on doit les faire tous les 3 mois. En ce qui me concerne, j'ai passé ma plombémie qui est complètement négatif. Pour information, lundi, elle sera pas là, jamais sur notre chantier. Parce que tu sais, leur taux de plomb aux femmes, il est plus bas que le nôtre. Elle dépasse pas, mais elle est à une limite, donc je préfère pas prendre de risques. Faire des vacances. Ouais, moi aussi. Et pour le reste, j'ai regardé, vous êtes tous dans les normes, bien en dessous des seuils. On n'oublie pas de s'hydrater quand même, parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Face à ce poison, femmes et hommes ne sont pas égaux. Le taux de plomb de Marion, l'une des rares femmes du chantier, est trop élevé. Par précaution, elle quitte l'aventure pour lui éviter le principal danger, la stérilité. Comment éliminer les résidus toxiques qui ont envahi les sols et les murs de Notre-Dame? Le défi est colossal. Heureusement, le drame a soulevé une vague d'entraide internationale. Les offres de spécialistes affluent du monde entier pour sauver la malade. Aujourd'hui, Bartek Dajnowski, un chercheur américain, est venu proposer une technologie très efficace, un laser de nettoyage. La pierre semble purifiée par la lumière. Sous l'effet de la chaleur du laser, le plomb se dissout et peut être aspiré. On utilise souvent cette technologie à base de laser pour retirer le plomb après un incendie. Aux États-Unis, nous avons nettoyé les façades de la Cour suprême et celle du Jefferson Memorial. Ce laser fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour moi, c'était comme une évidence. Je devais aider. Donc je suis venu bénévolement. Mais c'est très gratifiant car plus tard, j'aimerais dire à mes enfants que j'ai contribué à la préservation de Notre-Dame. Nettoyer les dizaines de milliers de mètres carrés de surface est encore un travail titanesque. Mais grâce à l'effort conjoint des experts, les murs de Notre-Dame retrouveront un jour leur splendeur. Les menaces parfois s'accumulent, comme ce jour de juin où la peur du plomb cède la place à l'angoisse du vent. L'édifice résistera-t-il aux assauts de la tempête qui s'annonce? La tempête Miguel, avec donc de fortes rafales de vent, c'est une tempête assez inhabituelle, des pointes à 90 voire 110 km/h. Grande prudence tout au long de cette journée jusqu'à ce soir. Notre-Dame a tenu bon. Mais les capteurs posés sur l'échafaudage ont enregistré des mouvements inquiétants. Le monstre de métal a bougé de plus de 10 cm à son sommet. Un pilier s'est brusquement affaissé avant de se stabiliser in extremis. Mon confrère Rémi Fromont m'a signalé qu'il y avait peut-être des fissures. Donc depuis tout à l'heure, j'ai regardé à l'intérieur si je voyais des fissures. Si ça avait été trop souple, on aurait eu des mouvements de la structure et ça se serait cassé la gueule. Donc il vaut mieux accepter ce genre de petites fissures qui sont pour le moment franchement pas méchantes. Démonter l'échafaudage est toujours impossible. Mais les spécialistes ont désormais trouvé la méthode qu'il faudra employer. Si on retire un élément, il y a un risque de faire tomber tout le reste. Donc il va falloir venir par approche successive très fine, pour surtout pas venir faire de choc qui risquerait d'ébranler les voûtes et de créer des effondrements. Malgré le danger, une messe est organisée dans le chœur. Une trentaine de membres du clergé, casque de chantier sur la tête, célèbrent l'anniversaire religieux de Notre-Dame au milieu des décombres. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes ici en train de célébrer la dédicace de cette cathédrale.
C'est aussi un message d'espérance et de remerciement envers tous ceux qui se sont émus de ce qui est arrivé à cette cathédrale. Voilà, la cathédrale est toujours vivante puisqu'on y célèbre encore l'Eucharistie. La symbolique est forte, tout juste 2 mois après le drame. Je pense que Notre-Dame est dans la peine. Elle voyait 35 000 personnes par jour. Aujourd'hui, plus personne. Le vide, le silence. On perçoit que cet édifice a quelque chose en plus que les autres. Et ça, est-ce que c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de matériel? Est-ce que c'est un petit peu tout ça en même temps? Moi, je pense que c'est un petit peu tout ça en même temps. Il y a quelque chose de plus, en fait, qui unit tous ces cailloux, les uns, que simplement du mortier. C'est toute l'âme de l'humanité qui est dans ces tas de pierres qui sont agencées les uns sur les autres avec un génie miraculeux. Il y a les compagnons du devoir qui font tenir les pierres. Moi, il faut que je fasse tenir l'âme. Et c'est difficile. L'âme, elle est blessée. Peut-être est-elle en retrait un peu. On ne peut pas comprendre ça. C'est insaisissable. C'est le mystère. Voilà. Et ça, il faut que je le défende. Le mystère de Notre-Dame. Sur ce chantier, l'apaisement est de courte durée. Les pierres d'une voûte en cours de déblayage menacent de tomber. Les cordistes doivent les retirer en urgence. C'est une opération particulière aujourd'hui, ce qui va se passer dans la voûte. Il y a des pierres qui sont vraiment au-dessus du trou. On est là pour faire de la mise en sécurité, donc tant qu'on est là, c'est qu'il y a des choses instables. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment très instable. Pour cette opération très dangereuse, Grégory a choisi de s'appuyer sur l'expérience et la force tranquille de Cyril Petit, un ancien pompier. Le problème, c'est que c'est une voûte. Toutes les pierres sont tenues les unes entre les autres. Dès le moment où on va en enlever une, c'est comme un château de cartes. On ne sait pas ce qui tient, ce qui va pas tenir. Là c'est vraiment une opération où on n'est pas à l'abri. Il faut être très très vigilant. J'ai rappelé aux équipes que le plus important, c'était nous-mêmes. Il y a des pierres qui tombent, ça reste que de la pierre. C'est pas un homme. Tu vois bien qu'il y a une fissure qui s'est créée. À n'importe quel moment, la pierre elle peut tomber sur son tibia, sur son genou. C'est dangereux pour lui. Ok. Oh Cyril, ça bouge, ça bouge. Ça là, ça bouge. Ça bouge? Ouais, ça bouge. C'est quoi? C'est tout le bloc? Non, c'est celui-là, juste celui-là. Juste celui-là. Et celui-là, il réagit comment? Celui-là, il bouge pas. Et comment ça se fait qu'il est bougé? Normal, tu vas enlever de la compression sur celle d'en dessous. Elle va s'ouvrir un petit peu, mais elle partira pas, je pense. Guérin, celle-là, bouge pas. Est-ce que je peux tenir celle-là plutôt? Bah, tiens les deux si tu peux. On y arrive? Oh. Ok. Voilà, j'ai un départ. Je pense qu'elle peut... Voilà, elle va partir vers moi, comme ça. C'est bon. Elle est libérée. Elle est moi, j'ai les deux, là. Faut virer très vite. Laisse-la en tension, Cyril. Prends la suite. Qu'elle peut faire ça. Voilà, tu tiens. Attends. Moi, j'ai la même qui va venir après, là.
Moi, je tiens. Attends. Faut que tu arrives à poser la tienne. Et après, on prend la mienne à deux. Moi, je peux la mettre dans le sac, c'est pas grave. Tiens, ça bouge. Ouais. Donc, Pose-la dans le... Cyril, pose-la dans le sac. Voilà. Nickel, c'était beau. Prends celle de Coco en premier. Oh non. Coco. Ouais. Ta pierre, s'il te plaît. Voilà. Cyril va aider Greg, enlève-la. Celle-là, elle peut rester là, elle va pas bouger de toute façon. Merci pour l'évacuer. Voilà. Bien, laisse-la glisser, Greg. Voilà. Ok. C'est le poids de celle d'avant qui font tenir celle d'après. Là, il va falloir, quand vous allez enlever celle que Coco il tient là, pour pas qu'elle se lève. Parce que si elle se lève et qu'elle emmène le reste, tout dégage. Fais-la revenir vers toi. Voilà, super. Parfait. Allez, c'est bien, super. On va en sortir une ou deux? Oui, on va les regarder. Montre. Super. On va faire les dosages à l'intérieur des mortiers pour voir s'ils ne collaient pas déjà un peu de plâtre dès le XIIe siècle. Et ça, c'est vraiment intéressant qu'on puisse les avoir. Nous qui n'avons pas de connaissances, plus on avance et plus on défait des voûtes, ou on se rend compte de la technique qu'ils avaient à l'époque et c'est impressionnant. Ils ont beaucoup innové ici. Et les innovations d'ici se retrouvent à nouveau dans d'autres édifices après. Transmettre le savoir de chantier en chantier. Ça se passe comment en bas? Le travail de cordiste que nous avons aujourd'hui n'est que l'amélioration d'une manière de travailler médiévale. Quand il s'agissait de jointoyer le bloc à l'extérieur, le gars qui faisait ça était pendu dans un sac de cuir à l'extérieur et jointoyé. Ah, c'était des gens qui n'avaient pas le vertige. Nos gens du Moyen-Âge étaient aussi déjà cordistes. Pour déblayer entièrement une seule portion de voûte, il faut 10 jours d'efforts acharnés aux cordistes. Le diagnostic tant attendu peut être fait. Bonne nouvelle, cette première zone est en bon état, mais les autres parties, enfouies sous des tonnes de bois, sont encore plus compliquées à nettoyer. Il faudra des mois avant de pouvoir inspecter la totalité de ces voûtes. Dans le Paris de Notre-Dame de Paris, y a un clochard qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo. En ce début d'été, les tailleurs de pierre offrent un intrigant ballet aérien aux touristes et aux passants. Les fleurons, ces sculptures de 300 kilos, sont retirés des hauteurs de la cathédrale pour faire de la place sous les arcs-boutants. Cette étape est cruciale dans la lutte contre l'effondrement, tout juste 3 mois après l'incendie. Ces immenses bras de pierre qui retiennent les murs vont être consolidés par des attelles en bois, tout aussi gigantesques. Philippe, honnêtement, la première semaine, il avait déjà tout pensé. Les cintres, il les a dessinés sur une réunion de chantier le 2e ou 3e jour après l'incendie sur le tableau. Il a pris un feutre, il a dessiné exactement la forme, comment ça devait se poser, comment ça devait se caler. Après, ça a été affiné avec les ingénieurs et l'entreprise, mais sur les grandes lignes, c'était déjà pensé dès le début. Ces cintres, comme les appellent les charpentiers, sont fabriqués sur mesure, au centimètre près. Il y en a 32 à poser. 32 mastodontes de 16 mètres de long et 6 tonnes chacun. Ce sont des travaux d'une ampleur jamais réalisée qui commencent sur Notre-Dame. Comment ne pas se sentir intimidé face à l'immensité de la cathédrale et au génie de ses bâtisseurs? Ici, nous, on met des grosses structures en place, mais on a tout le matériel adéquat. Quand la cathédrale s'est faite, c'était pas le cas. Donc il doit y avoir beaucoup de boulot de réflexion pour pouvoir monter toutes ces pièces. C'est ça qui est impressionnant. Ce qui m'a assez impressionné, c'est ces tailles d'étai que l'on redresse. C'est des manips de levage où je suis tellement concentré que ça laisse pas le temps à la réflexion. Il n'y a aucune caméra en haut des grues, aucun retour vidéo dans la cabine. Une fois que les cintres sont passés derrière ces hauteurs, le grutier ne voit plus sa charge. Il pilote à l'oreille. On m'a dit que tu vas pouvoir commencer à démater là. J'ai encore un peu, c'est bon, nickel. Tu peux commencer.
commencer à démater gentiment. Cette voix, c'est celle de Mehdi Dali, le coordinateur des grutiers. Son rôle est capital à seulement 27 ans. Quand le grutier ne voit rien, on devient ses yeux. Notre voix devient ses yeux. J'ai pas le droit à l'erreur. 10 tonnes qui tapent, ça peut faire des dégâts. Vu que ça passait au centimètre. Et encore un petit peu. Et bon, reste comme ça en attente 2 minutes. Reste comme ça 2 secondes. Et bon, reste là. Moule un peu. Tout doux. Tout doux. Stop, arrête-toi là. Tu la mettre comme ça, tu la moules un peu, nous on est pas mal. Faut regarder partout en fait. Partout. Au pied, en haut, en bas. À la main déjà. La remettre droite parce que là en bas ils sont dedans et toi t'es complètement à l'extérieur. Il vous manque quoi? Par là-bas, un tout petit peu. Moule tout doux. Moule tout doux, Polo. Polo, oriente tout doux sur la gauche. Oriente tout doux à gauche. Tout doux à gauche. Monte un tout petit peu. Stop. 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 T'es coincé là-haut. Oui, c'est coincé, je te jure. Hey. Là, elle est coincée, hein. On avait énormément de chance de casser un arc-boutant. Je pense qu'il y aurait pu y avoir une réaction en chaîne après. C'est un peu le château de cartes, quoi. Il y a un arc-boutant qui tombe, le deuxième et ainsi de suite. Si je fais comme ça, c'est bon ou pas bon aussi. Je réfléchis à plein de solutions, mais ça se passe très vite. Je réfléchis à tout rapidement, puis j'en discute. Si tu mates un peu, on va la récupérer comme ça. Après, on oriente et je pense que ce sera pas trop mal. Allez, Polo, mate tout doux. Mate tout doux. Mate tout doux. Mate tout doux. Mate doucement. En remontant et en décalant légèrement l'axe de la grue, Mehdi parvient à repositionner le cintre et à le faire coulisser au centimètre près. Arrête de baisser les chaînes, juste mate un peu. Mate un peu, nickel. C'est bon, stop, bouche. Vous voyez, il n'y a aucun jeu au niveau des boulons d'assemblage, c'est impeccable. Et une fois qu'il est posé, un espèce de soulagement qui se fait automatiquement. Ça y est, c'est fait. Le sérieux, le professionnalisme, les précautions, les calculs, ce sont les meilleures entreprises que vous avez là. Monte un petit peu sur la gauche. La pose des 32 cintres durera plusieurs semaines, nécessitant à chaque fois une minutie et une cohésion rares. Les défis de ce chantier hors norme poussent les hommes vers l'exceptionnel. En septembre, la structure de la cathédrale est enfin sécurisée. Même si une voûte venait à tomber, ces armatures empêcheront les murs de s'effondrer. Une réussite majeure pour toute l'équipe. En quelques mois, ces bâtisseurs ont effectué un travail titanesque et remporté des victoires essentielles pour Notre-Dame. L'humain bien géré, on déplace des montagnes avec ça. J'ai besoin de ça pour évoluer sur un chantier. On est porté dans une espèce d'euphorie et de fraternité qui fait que, ouais, on est convaincu qu'on va y arriver. On sait pas en combien de temps, on sait pas comment, mais on va y arriver tous ensemble. Ouais. Apprenons à se connaître et à se faire confiance surtout. On arrive à faire de belles choses. Précisément, ça démontre que le chantier de Notre-Dame est absolument exceptionnel. C'est un chantier où il n'y a pas de pathos, énormément de compétences, beaucoup d'amour, énormément de dignité, de sens des responsabilités. On est sur Notre-Dame de Paris, on le sait, on n'est pas sur n'importe quoi. L'automne est arrivé sur la capitale française. Cela fait 6 mois que Notre-Dame a brûlé et le sauvetage n'est toujours pas terminé. Il reste encore de nombreux recoins à sécuriser qui mobilisent tous les corps de métier.
Le déblayage de la nef se termine. Mais depuis des semaines, les travaux tournent au ralenti. Les mesures de protection contre le plomb sont devenues drastiques et parasitent le chantier. Le nombre de personnes sur le terrain est désormais limité. Les ouvriers doivent se doucher plusieurs fois par jour. Leur temps de travail est réduit. Cette lenteur est insupportable pour Philippe Villeneuve. L'architecte en chef s'évade pendant une journée afin de retrouver l'énergie et l'inspiration. C'est vrai que ça fait 6 mois que je m'en sors pas de ma cathédrale, en fait. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un rêve où je cours, mais j'avance pas. Et des fois, je pleure. Beaucoup. C'est pas chic d'avoir Notre-Dame. C'est pas génial d'avoir Notre-Dame. C'est une charge, c'est un poids énorme d'avoir Notre-Dame. Philippe est en route pour revoir les statues dessinées au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte de Notre-Dame. Par chance, ces 16 statues qui entouraient la flèche ont été retirées 4 jours avant l'incendie afin d'être restaurées. Ah, je suis heureux. Mais je pensais que ça me ferait rien. Non, c'est pas possible. C'est évident qu'on va les remettre. Oui, c'est bien, oui. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça fait du bien de voir des choses comme ça. Hein. Bah, disons que ça projette des trucs positifs dans l'avenir. Quand elles étaient à leur place, on ne pouvait pas les toucher. C'est à la fois dur parce que ça me rappelle des choses, parce que je me dis qu'il n'existe plus l'endroit où elles étaient. Mais en même temps, on se dit, on les a, on peut refaire. C'est beau. Ma priorité et la priorité de l'humanité, c'est de sauver ce patrimoine. Là, aujourd'hui, il peut y avoir une tempête. C'est bientôt l'hiver, hein. On a toujours l'échafaudage qui est toujours en place. L'échafaudage calciné est désormais la priorité principale du chantier. Pour son concepteur, Didier Cuiset, il est un poids de plus en plus lourd qui pèse sur ses épaules. Les nuits ne sont pas très reposantes, ça c'est clair. Après, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être dire comment que ça se fait que c'est toujours pas démonté, comment que ça se fait que c'est... Ça, c'est les gens visuellement qui voient ça d'en bas. J'ai entendu tellement de choses. On vient avec une rue, on le lève, on l'enlève, oui, bien sûr. Oui. Comme si on a tout qui s'écroule, et puis... Hélicoptère, nous on y a pensé aussi, mais on va se faire cracher un hélicoptère au-dessus de Notre-Dame, bravo, quoi. Le démontage prendra des mois. Mais le reste de la cathédrale étant sécurisé, la première étape peut enfin commencer. Avant de pouvoir le démonter, il faut qu'on le renforce. Et si jamais il doit s'effondrer, c'est très rare en fait que ces éléments-là partent d'un coup comme ça vertical. En fait, il reste plutôt de se comporter comme ça. Donc en fait, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, mais il risque vraisemblablement de s'ouvrir. Donc si on met une ceinture autour, il peut s'ouvrir. Les équipes se mettent en place. L'opération va commencer. C'est l'une des plus dangereuses depuis le début des travaux. La police boucle la zone. Take first left. Il faut insérer des barres en métal de 28 mètres dans l'échafaudage instable. Comment va-t-il réagir? Un ingénieur surveille chaque mouvement grâce au capteur posé sur la structure. Allez, donne-moi ça. Vous avancez son chariot? Franck Panussa, le chef de l'opération, oriente le grutier pour introduire chaque barre le plus délicatement possible. Avance encore un peu. Encore. Encore un peu. Encore. Ouais, c'est pas mal. Encore un peu. La barre de 750 kg oscille dangereusement. Il faut à tout prix la stabiliser avant de la poser. Il faut qu'il la ramène. Stop. Vas-y, moule encore, vas-y. La barre en métal est relâchée trop brusquement. L'alarme se déclenche.
Oui. Oui, c'est niveau 2. Pour l'instant, c'est des vibrations. On a fait bouger quoi là? Il pose de la poutre. Donc, c'est peut-être en la posant qu'il... Oui. Du moment où tu as l'alarme et tout, qu'on est en niveau 2, voilà, on est obligé de regarder le graphique avant que les gars continuent. Pour l'instant, ils sont en retrait. Ça sonne encore, hein? Oui. On a des vibrations. Okay. On va pas arrêter la tâche, par contre, on va faire évacuer autour pour être tranquille. Le temps semble suspendu. Chacun scrute le moindre frémissement de l'échafaudage. L'équipe peut se détendre. L'échafaudage a frémi, mais il a retrouvé son équilibre. Manifestement, c'est lié au fait qu'ils ont posé la poutre. Là, ça a créé une vibration sur l'échafaudage qui s'est immédiatement rapporté sur les capteurs, donc ça a sonné dans tous les sens. Et maintenant, en fait, c'est revenu à un état stable et au même niveau qu'au niveau initial. Donc on considère qu'il n'y a aucun problème. Malgré les alarmes et le froid de l'hiver, les hommes parviennent à sécuriser l'échafaudage en quelques semaines. Le monstre de métal n'est plus une menace. Ceinturé par ses grandes poutres rouges, il ne peut plus s'écrouler. Moins d'un an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris, les principaux dangers d'effondrement sont désormais écartés. Chaque homme et chaque femme ayant travaillé sur ce chantier hors du commun a accompli sous nos yeux une tâche historique. Je suis très fier. Je suis très fier. Ça va traverser le temps. Je pourrais raconter à mes enfants, mes petits-enfants, que j'ai participé à tout ça, quoi. Vous savez, les pompiers ont sauvé la cathédrale. Eux, ils ont sauvé aussi la cathédrale. Le chantier peut avancer vers sa prochaine mission. Aujourd'hui, ce patrimoine de l'humanité est sauvé. Mais bientôt, il va falloir reconstruire, démonter l'échafaudage, réparer les voûtes et refaire la charpente. Combien de temps prendront les travaux? Est-il réellement possible de rebâtir la cathédrale en 5 ans? Quel projet sera retenu? Va-t-on restaurer à l'identique ou mettre l'empreinte de notre siècle et du nouveau millénaire? En 850 ans, ce chef-d'œuvre s'est métamorphosé. Quel que soit son futur visage, grâce à nos sauveteurs, Notre-Dame de Paris continuera de briller pour les siècles à venir.